nous allons parler de la bourse de la Turquie, les opportunités qu'il y a derrière, où postuler, comment postuler et surtout quels sont les critères qui sont à l'intérieur de la bourse pour pouvoir bien postuler et quels sont les niveaux qui sont concernés. Est-ce que c'est la licence, le master et le doctorat? Alors, toutes ces questions-là, on va répondre ensemble. Nous avons un invité qui va tout à l'heure nous rejoindre d'ailleurs, un ancien bénéficiaire de cette bourse, un ami à moi qui est actuellement en France. Donc, il viendra ici, il va nous donner les détails de comment il a procédé pour la bourse, quand est-ce qu'il a obtenu, comment ça s'est passé son voyage en Turquie. Voilà, toutes ces informations-là. Je pense que c'est pour cette raison que d'ailleurs la plupart d'entre vous sont là, de savoir l'expérience que lui, il a vécue en Turquie et comment il a fait aussi pour continuer ailleurs, parce que ça nous intéresse tous. On va démarrer avec, voilà. Déjà, on va présenter d'abord la bourse, le site officiel, pour ceux qui ne savent pas. Donc, comme je disais, c'est une opportunité d'aller faire ses études en Turquie. Voilà, c'est une bourse qui est 100% financée par le gouvernement turc. Ok, vous ne payerez absolument rien. Et ce que je dis, c'est pas que c'est moi qui le dis, c'est plutôt l'information que nous avons sur le site officiel des bourses de la Turquie. Ok, donc c'est sur ce site-là que nous avons ces informations-là. Nous allons les vérifier ensemble. Donc, je me présente, moi je m'appelle Diallo Ibrahim, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis designer graphiste UX, UI et aussi entrepreneur digital. Donc, c'est là avec un ami, Mohamed Lamarana, donc on va lui donner la parole plus tard. Donc, en attendant, on va présenter le site et lui donner l'occasion de se présenter aussi, de nous dire comment est-ce qu'il a découvert cette bourse et surtout comment il a entendu parler de la bourse de la Turquie. Ok? Donc, pour ceux qui sont sur TikTok, sur le live TikTok, vous pouvez laisser vos questions dans le chat directement. Après, je reviendrai pour vous répondre. Donc, vous pouvez laisser directement vos questions dans le chat. Super. Alors là, ce qu'on va faire déjà, je vais aller sur le site officiel. Donc, quand vous venez sur votre navigateur, que vous utilisez Google Chrome ou bien vous utilisez Firefox ou bien Edge, c'est la même chose. Dès que vous tapez Bourse Turquie 2026, vous allez automatiquement tomber sur cette page-là. Bourse. D'abord, est-ce que j'ai partagé mon écran, pardon, avant que je ne puisse continuer? Est-ce que vous voyez mon partage? Parce que j'ai l'impression que l'écran n'est pas du tout... Quelqu'un peut me répondre, s'il vous plaît? Est-ce que vous voyez mon partage de l'autre côté pour ceux qui sont sur Google Meet? Moi, je vois pas ton... Ok. Je vois que le partage n'est pas fait. Donc, excusez-moi, alors je vais juste activer le partage. Ok. Est-ce que c'est bon maintenant? C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Super. Alors là, j'étais déjà sur le navigateur. Je disais que première des choses d'abord, nous allons vérifier l'information comme si nous faisions nos propres recherches par rapport à la bourse. C'est une bourse où vous pouvez être 100% autonome sans autant dépendre de qui que ce soit pour la bourse. OK? Donc, donc là, moi, je viens déjà sur ma barre de recherche, je mets Bourse Turquie 2026. Donc, je tape comme ça la recherche. Voilà, vous avez vu le premier lien que vous voyez là, le premier site que vous voyez là où c'est écrit Turquie, ici.gov.tr. C'est sur ce site officiel là que vous allez retrouver la bourse là. Ok? Voilà. Parce que souvent, il y a aussi beaucoup de gens qui m'interpellent, me disent ouais, on a vu notre bourse de la Turquie. Il y a plein de bourses. Hein. Sachez que même si ce n'est pas cette période-là, il y a beaucoup d'universités turques qui octroient des bourses. Mais ici, c'est une plateforme de gouvernement turc. Ok, ça c'est la bourse d'État, pas la bourse, les bourses comme les universités privées ou d'autres universités qui vous offrent en Turquie là-bas. C'est différent de cette bourse-là. Cette bourse-là, elle est 100% gratuite et vous ne payez absolument rien. Donc là, ce qu'on va faire, on va cliquer ici. Ok, voilà. Moi, j'ai une extension qui traduit automatiquement le site. Comme ça va nous permettre de lire toutes les informations en français ou en anglais. C'est mieux. Donc là, on va cliquer sur Translate. OK. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, et on va juste descendre ici pour voir les informations concernant cette bourse-là. Donc je vois que là, ça prend du temps à traduire. Donc je vais utiliser un autre navigateur qui est plus rapide dans la traduction. Je vais utiliser Firefox. Je le fais juste pour permettre à tout un chacun de voir vraiment et de savoir vraiment lire ce qui est écrit à l'intérieur de la bourse.
Voilà, c'est le même lien, hein, le voici aussi, je peux cliquer ici, c'est pareil. Donc là, je fais comme ça. On va voir les critères, les conditions et les avantages qui sont derrière la bourse. Et surtout, comment aussi créer votre compte, parce que c'est très simple, hein. Avec votre compte Google, c'est tout à fait très facile à faire, tout à fait simple à créer. Ok, donc là, voici le site officiel pour la bourse. Ok, nous avons plusieurs options qui sont là. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie là. Ok, là où c'est écrit Tilbury Scholarship. Donc là, vous allez voir ici d'abord. On va voir premièrement ici d'abord, c'est quoi cette bourse. Vous avez vu ici, on va avoir ces informations-là. Deuxièmement, les critères de la bourse. Troisièmement, le calendrier d'application. Ensuite, vous aurez aussi les étapes, les 5 étapes clés pour la bourse, l'évaluation score à la procédure finale. Ok, toutes les informations que vous devrez avoir normalement concernant la bourse, vous les aurez à l'intérieur ici. Donc là, c'est juste la traduction qui prend un temps, je ne sais pas pourquoi. Ok. Ok. Excusez-moi les gars, j'ai une machine qui est en train de ramer là. Donc, je vais juste fermer ce petit onglet. Voilà. Donc, je reviens sur cette partie. Là où c'est écrit bourse Turquie. Donc, pourquoi la bourse Turquie ici? On va aller lire. Et ça, et aussi, on revient sur les critères. Ça va nous permettre déjà de savoir euh, un peu comment ça fonctionne cette bourse-là, ok? Est-ce que tout le monde est concerné ou pas? Donc là, premièrement, je vais venir ici sur ici bourse Turquie. Après le lien que je vais récupérer le même lien et je vais vous le balancer directement dans le chat. Ou bien après pour ceux qui voudront avoir plus d'informations, vous allez juste m'écrire après. Comme ça, je vais laisser mon numéro WhatsApp dans les messages, dans les chats, comme on appelle du live, de l'autre côté. Donc là, on va juste voir les informations. Donc là, on dit, attendez, la traduction s'est fait en un tout petit peu lent, je ne sais pas pourquoi. Voilà, pourquoi la bourse de la Turquie? Donc là, on va descendre en bas. Nous, c'est cette partie-là qui va nous intéresser. OK? Donc ici, on dit offre de placement universitaire et départementaux contrairement à d'autres programmes de bourse d'enseignement supérieur, couvre les frais de scolarité. Donc, quand vous partez, vous n'allez pas payer de frais de scolarité. OK? Il n'y a pas de frais de scolarité. On dit vous permettre d'apprendre la langue du pays en étudiant un cours et en étudiant, oui, un cours de langue turque de 1 an. Donc, premièrement, si vous êtes toutefois sélectionné pour la bourse, vous allez faire un cours de langue de 1 année en Turquie là-bas. OK? Donc, ainsi que les ressources sont diversifiées dans votre recherche académique et la vie quotidienne devient plus agréable. Bon, en quelque sorte, c'est la vie, on parle aussi de l'aspect de la vie sociale. Donc, autre chose, on dit fournir un hébergement pour les étudiants arrivant dans un nouveau pays. Donc, une fois arrivé en Turquie, sachez que votre hébergement est pris en compte. Vous ne payerez pas aussi d'hébergement dans le campus. Voilà. Voilà, couvre aussi des billets d'avion une fois. C'est-à-dire, ils vont payer vos billets d'avion une fois, c'est-à-dire le billet aller-retour. Voilà. J'ai déjà vu ça quelque part aussi. Ils vont payer les billets d'avion, c'est-à-dire prise en charge complète. Ok? Vous n'allez même pas payer votre billet d'avion. Permet de profiter pleinement des services de santé, c'est-à-dire vous aurez aussi une assurance maladie et aussi une allocation mensuelle selon, voilà, selon ici, comme on appelle, votre niveau d'études. Il y en a qui sont, par exemple, pour ceux qui vont postuler en licence, voici, je pense, oui, allocation mensuelle. Niveau associate, je pense que ça, c'est ceux qui feront les formations professionnelles. Il y a aussi bachelor, c'est la licence. La licence est 6500 TL. TL, ça, c'est la monnaie turque. Et aussi, le master, je pense, c'est jusqu'à 9000 TL. Donc, non, plutôt la licence c'est 4500, ok? Et voilà. Maintenant, le master, c'est 6500 et le doctorat, c'est jusqu'à 9000. Donc, je vais d'abord convertir ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est beaucoup d'argent. C'est pas beaucoup d'argent. Voilà, je vais juste vérifier ça. Je prends juste l'exemple de la licence et le master. On va vérifier pour voir. C'est l'équivalent de combien par mois. Est-ce que, par exemple, toi, aujourd'hui, si tu prends ta décision d'aller postuler sur cette bourse-là, parce qu'il faudrait aussi qu'on soit honnête. Il ne faut pas que voir, parce que c'est une opportunité, tu profites, tu vas, alors que si, par exemple, derrière tes parents n'ont pas les moyens, ou bien c'est compliqué, ça va être dur là aussi là-bas.
Donc tout ça, je pense, avec les séries de questions, l'Amran va nous aider beaucoup plus dans ce sens-là, parce qu'on va lui poser ces questions-là. Donc par exemple, 4500 TL, c'est en CFA. En CFA, c'est 57 500. Voilà, je vais juste mettre tout ça en dollars. Pourquoi? Ça va nous faciliter la tâche, je pense. Voilà, en dollars, si vous faites la licence, vous allez recevoir normalement 103 dollars, disons 100 dollars d'allocation mensuelle. Chaque mois, on va vous donner cela peut-être pour vos petits autres besoins connexes que vous aurez à faire à l'intérieur, au niveau du campus ou bien autres besoins, en tout cas dont vous aurez besoin. Ok? Donc pour le master, je pense qu'on a mis 6500. 6500, c'est l'équivalent de 150 dollars chaque fin de mois. Pour le doctorat, ça sera 9000. 9000, c'est l'équivalent de 200 dollars. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc ça, c'est l'allocation mensuelle que vous recevez. Donc là, premièrement, vous allez non seulement avoir, vous allez avoir apprendre la langue turque pendant une année. Ça, c'est un. Deuxième question, deuxième avantage, vous aurez un hébergement. Troisième avantage, il y aura les billets d'avion qui vont être payés. Et l'autre avantage, c'est quoi? Vous allez bénéficier d'une assurance santé et autres choses, vous allez bénéficier de ce qu'on appelle d'une allocation mensuelle chaque fin de mois. Ça, c'est sur la plateforme. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le site officiel qui nous informe qu'une fois en Turquie, voici les avantages que vous aurez par rapport à cette bourse du gouvernement. Sachez que c'est une bourse d'État. Ok, c'est une bourse d'excellence. Donc, parce que beaucoup me posent la question à savoir, est-ce que tout le monde peut gagner la bourse? Ça, je n'ai pas de réponse à cette question. Parce que quand on dit une bourse d'excellence, normalement, c'est en fonction de ton dossier. Ok, en fonction de, voilà, de comment ton dossier est présenté, toutes ces étapes-là. Ok, voilà. Donc là, on va juste monter. Donc, Yasmine, je pense que je vais te répondre après, hein. Laisse-moi terminer ici. Après, on va revenir sur les séries de questions. Donc, on va descendre en bas pour voir s'il y a d'autres informations. Voilà, il y a pas mal d'autres informations qui sont là, vous avez vu. Donc, vous pouvez cliquer pour lire chaque information. Comme ça, vous aurez plus d'autres informations. Mais moi, les plus importants, il est là, vous avez déjà vu. Donc, on va vérifier aussi autre chose, les critères du programme. Ok, donc pour les critères du programme, on va voir application, voilà, critères d'application, l'éligibilité. Donc ici, premièrement, qu'est-ce qu'on voit ici? Voilà, on va attendre la traduction s'afficher. Donc ici, on dit réalisation académique minimale pour les candidats associés et du baccalauréat, ok? C'est-à-dire pour ceux qui feront la licence, plus 70%. Pour les candidats diplômés, 75%. Pour les candidats aux sciences de la santé, médecine, dentisterie et pharmacie, 90%. Ok? Donc ça, c'est des informations très pertinentes aussi qu'il faut savoir. Autre chose, on a les critères d'âge. Pour les programmes d'associés et de bachelor, moins de 21 ans. Exemple, vous voulez postuler à ce programme-là pour la licence, par exemple, pour ceux qui sont en terminale ou bien voilà, qui savent que voilà, d'ici peut-être quelques peu, ils auront leur truc, moins de 21 ans, âgé au moins de 21 ans. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que ça veut dire. Ok? Pour les programmes de maîtrise, être âgé au moins de 30 ans. Si c'est pour le master, être âgé au moins de 30 ans. Ça, c'est les critères qu'ils ont énumérés. Pour les bourses de recherche, voilà, être moins de 50 ans. Ça, c'est pour ceux qui vont faire les programmes de doctorat. Doctorat, plutôt, c'est moins de 35 ans. Pour les bourses de recherche, moins de 50 ans. OK? Donc là, admissibilité, groupe éligible, citoyen de tous les pays. Donc là, tous les pays sont concernés pour cette bourse-là. Il n'y a pas à dire que voilà, nous sommes de Maliens ou bien nous sommes, je ne sais pas, Somaliens. Donc là, la bourse concerne tous les pays. Maintenant, attention, il y a des exceptions en bas, on va le voir. On me dit les diplômés ou ceux qui obtiendront leur diplôme à la fin d'année universitaire en cours avant août. Chercheurs et universitaires, voilà. Groupe non éligibles, ceux qui ne sont pas éligibles pour cette bourse. Les citoyens turcs et les individus qui ont perdu la nationalité turque. Okay? Les personnes qui sont actuellement inscrites à des programmes dans une université turque au niveau de l'éducation postuleront. Donc, ça, ce qu'il faut comprendre, ça ne concerne pas nous. Voilà. Donc, personnellement, je pense qu'il y a c'est ce qu'il faut savoir au niveau de. Voilà. Donc, ici, vous avez vu ici pour les minimum age limits, donc l'âge minimal pour la licence et comment on appelle? Voilà, les formations professionnelles, tous ces trucs-là, c'est moins de 21 ans. Le master, c'est 30 ans. La recherche, c'est le master. Voilà, la recherche, c'est 50 ans. Le master, c'est, comment on appelle, c'est 35 ans. Donc, voici ce qu'il faut retenir par rapport
aux critères, ok? Voilà, il y a aussi des temps de programme, tous ces éléments-là. Donc, nous allons vérifier aussi autre chose. On va voir le calendrier d'application. Ok, donc là, ce qu'on va faire maintenant, regardez ici, la date, la période générale d'application, période de candidature du 10 janvier, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, du 10 janvier au 20 février. Du 10 janvier au 20 février. Actuellement, aujourd'hui, nous sommes le 23. Donc, ce qui veut dire que les inscriptions, les démarches ont déjà commencé. Moi, personnellement, de mon côté, j'ai déjà commencé à inscrire les gens. Et personnellement, j'en fais partie. Hein, des gens qui se sont inscrits pour cette bourse-là cette année, pour le master, bien sûr. OK? Après, il y a aussi voilà, les processus d'évaluation. Les processus d'évaluation, ça sera entre mars et avril. Les périodes d'entrevue, c'est entre avril et juin. Les annonces des résultats, c'est début août. Oui, pour ceux qui viennent en privé, qui me posent les questions à savoir, Diallo, quand est-ce que les résultats vont sortir? Donc, les résultats sortiront entre début août. Ok, donc il faut faire preuve de patience. Parce que souvent, quand tu inscris les gens, c'est que parfois, derrière, ils viennent te demander quand est-ce que les résultats sortent, combien ça sort. Voilà, donc la procédure initiale pour, voilà, je pense pour tout ce qui est maintenant entrevue, entretien que qu'on va réaliser en ligne, si toutefois la personne est sélectionnée, et aussi tous ces éléments-là, le transfert des bénéficiaires entre août et septembre. Donc tout le processus est bien détaillé dans la plateforme ici, sur le site officiel. Ok? Donc vous avez toutes les informations ici. Donc, il y a voilà, les autres informations pour la recherche et toutes les autres informations sont en bas. OK? Nous, ce qui nous intéresse, c'est celle-là, le 10 janvier jusqu'au 20 février. Donc, on a suffisamment de temps pour pouvoir postuler. Donc, apparemment, il reste encore quelques jours pour pouvoir postuler, quelques semaines même. OK? Donc là, on va revenir encore sur post-Turquie. Donc, procédure d'évaluation, on a vu tout ça. Et procédure de la bourse d'études. Donc, on va venir à ce niveau-là. Donc là, vous avez vu ici, toutes les informations qu'on a vues de l'autre côté, vous allez les retrouver ici. Alors, je vais juste me limiter à là maintenant vous expliquer un peu comment est-ce que vous devrez postuler pour cette bourse-là. Comment il faut procéder pour postuler à la bourse. Voilà. Maintenant, premièrement, d'abord, vous devez créer votre compte ici. Vous allez venir au niveau là où c'est écrit application et connexion ici. OK? Là, vous venez vous créer votre compte. Moi, j'ai déjà le mien. Déjà, quand je me connecte automatiquement, ça renseigne mes informations. Vous avez vu, ça met automatiquement mes informations de connexion. Donc, moi, je vais enlever ça. Et vous allez faire comme ça. Si vous êtes nouveau pour la première fois, vous allez venir là aussi résister ou s'inscrire ici. OK? Une fois que vous cliquez là-bas, c'est simple. Vous mettez votre nom, prénom, votre adresse mail, vous générez votre mot de passe et une phrase secrète. Cette phrase secrète-là, elle va vous permettre de pouvoir, comment on appelle, de pouvoir, en cas d'oubli de votre mot de passe, cette phrase secrète va vous permettre de récupérer votre mot de passe. OK? Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, j'ai déjà créé mon compte. Je ne vais pas refaire la même chose ici. Donc, je vais juste vous montrer. Je vais me connecter ici. Là. Et aussi, je vais cliquer sur connexion. Il y a pas mal d'informations que vous devez remplir. Donc là, vous avez vu déjà, c'est le dossier que je suis en train de remplir là. Le mien, il y en a d'autres hein, que je n'ai pas affiché ici parce que c'est des personnes qui maintiennent ça en privé. Donc, je laisse ça au côté. Donc ici, vous avez vu, il y a dans tout type d'informations à remplir. Regardez, je vais vous afficher le panneau ici à droite. Il y a d'abord renseignements personnels ici, info, contact, information sur la famille, information sur l'éducation, détails de langue, expérience de travail. Si vous avez une expérience de travail, vous renseignez votre expérience de travail. Qualification académique. Ça veut dire quoi qualification académique? Exemple, vous avez participé à un concours où on vous a, par exemple, vous avez été nominé tel ou tel, vous pouvez ajouter ces éléments-là ici. OK? Ou bien vous avez été lauréat, ou bien vous avez été, par exemple, voilà, c'est ça. Vous avez été lauréat, par exemple, vous avez été premier de la République, deuxième de la République. Vous pouvez ajouter ces éléments d'appréciation au niveau des qualifications académiques ici. Au niveau de l'activité sociale, est-ce que vous participez à des activités sociales? Et je vous assure, c'est l'une des choses qui est beaucoup aussi, qui est pris en compte, qui est beaucoup banalisée. Pour ceux qui n'aiment pas la vie associative, sachez que c'est très important d'être dans la vie associative parce que ça va augmenter aussi votre chance d'être pris dans des programmes, ok, comme celle-là. Donc l'expérience turque, bon, ça je pense que pour ceux qui n'ont aucune expérience comme moi, je n'ai jamais été en Turquie. Voilà, je n'ai aucune expérience en Turquie. Là, c'est simple aussi. Vous cochez non, il y a plein d'informations, c'est très simple. Ensuite,
là, le plus important ici, c'est que vous ne devez pas de bien regarder, c'est votre renseignement personnel, les informations sur vous. Deuxièmement, les informations sur votre famille, les informations de votre contact et la partie éducation. Ça, vraiment, je vous demande de bien bosser sur ça. Ok, c'est très très simple. Donc, moi déjà actuellement, j'en ai fini toutes ces parties-là. Il me reste juste à envoyer les documents. Et aussi sur la question de choix, moi j'ai déjà même fait le choix des formations que je veux faire. Voilà, la plupart des formations sont, dans mon cas, c'est en informatique, tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, voilà, ingénierie d'informatique, pour ma part. Maintenant, il y a plein d'autres formations, hein. Il y en a plein, 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 plein. Vous avez vu cette partie-là, conditions, vous allez accepter les conditions, les préférences, la lettre d'intention. D'ailleurs, la lettre d'intention est très importante, ça vous montre aussi en quelque sorte, c'est une motivation. Quelles sont vos motivations, pourquoi vous voulez aller en Turquie, quel est le projet que vous avez derrière après avoir fait vos études en Turquie, qu'est-ce que vous voulez faire. Donc, ça aussi, pour ceux qui sont intéressés, j'ai déjà préparé une lettre d'intention que j'ai mis en Word. Tout ce que vous allez faire, c'est de changer juste peut-être quelques mots ou vous remplacer par la filière ou bien le programme d'études que vous voudrez suivre en Turquie là-bas. Donc là, je pense que les programmes sont faits. Attends, je vais voir sur les préférences. Voilà. Voilà, vous avez vu ici, ça, vous avez jusqu'à 15 mois. Vous avez la possibilité de choisir jusqu'à 15. Là, moi, je n'ai pas encore envoyé, mais j'ai déjà fini de faire ce programme. Pour ce dossier-là, j'ai déjà tout terminé. Donc, il me reste d'autres dossiers que je dois préparer aussi. Mais sinon, tout est bien rempli chez moi ici. OK? Donc là, vous avez vu les choix. Vous voyez, c'est l'intelligence artificielle, sciences informatiques. Vous voyez aussi ici ingénierie informatique, l'intelligence artificielle, communication, cybersécurité. Voilà, tout ce qui est en rapport. Maintenant, comment est-ce que j'ai obtenu ça? C'est en fonction de la licence que moi j'ai obtenue. Moi, j'ai postulé pour le master. Vous ne pouvez pas faire, par exemple, comment on appelle, économie, finance, et puis on vous affiche des trucs d'informatique. Non, à moins que peut-être dans votre expérience professionnelle, vous ayez fait l'informatique. C'est en fonction de, comment on appelle, de contenu, c'est-à-dire en fonction du contenu de vos dossiers qu'on va vous proposer des formations et des universités qui donnent ces formations-là. OK? Donc, les gars, je pense que je vais devoir m'arrêter à ce niveau-là. On va laisser le soin à notre ami pour qu'on puisse lui poser les différentes questions que nous avons. C'est le soir. Ok, super alors. Est-ce que tu peux, pardon, est-ce que tu peux, comment on appelle, activer ton micro et te présenter? Comme ça, nous aurons tous des questions à te poser. D'accord. Ok, vas-y, chef. Bonsoir à tout le monde. Je suis Diallo Mamadou Lamarana. Je suis présentement sur Paris. Je suis diplômé en Master B économie appliquée à l'Université Paris-Cité. Et avant cela, j'ai passé par la Turquie où j'ai fait une année de langue turque. Et, je suis arrivé en Turquie via une bourse. Comme vous le savez, je suis là pour ça déjà. Et avant cela, j'étais en Guinée. J'ai fait une licence économie et finance avant de venir en Turquie. Donc, je pense que c'est globalement, c'est ça. Excellent, 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 chef. Donc, merci beaucoup. Nous sommes très contents de t'avoir parmi nous. Voilà, et surtout d'avoir laissé toutes tes occupations. Je sais que vous, les Parisiens, là, vous êtes trop occupés. C'est Donc, normal, c'est normal. C'est pour la bonne cause. ouais, c'est ça, c'est ça. Parce que tu sais, derrière, comme je t'avais expliqué, il y a beaucoup de choses qui se disent par rapport à la Turquie. Et moi, comme je dis, Oui, j'aime pas inventer les choses. Et chacun prend ses responsabilités. C'est une bourse comment on appelle, qui est gratuite. oui. Et derrière, si on a de bonnes informations, ça va augmenter peut-être, ou bien aider les uns et les autres à pouvoir bien se préparer pour cette bourse-là. Donc, raison pour laquelle, voilà, je me suis dit, attends, je vais inviter quelqu'un qui est passé par là. Donc, Oui. c'est un grand économiste que vous voyez là. C'est quelqu'un avec qui j'ai partagé l'université. On a fait ensemble une année à Symphonie avant que moi, voilà, je ne vienne du côté du Sénégal pour continuer en informatique. Donc, c'est quelqu'un, il est très, très bien et très engagé, hein. Voilà, on a travaillé ensemble, révisé ensemble. Voilà, la galère de l'université là, donc on a partagé ça ensemble. Donc, Absolument. nous avons quelques questions à te poser. Surtout, moi, j'en ai préparé 10.
Et voilà, si le temps nous D'accord. permet, oui, oui, si le temps nous permet, on va te les poser et comme ça, tu vas essayer de nous apporter quelques éclaircissements sur ces points-là. D'accord. Voilà, en attendant, les autres, vous préparez vos questions, hein. Après, on va les lui poser. Donc, il va nous essayer d'apporter quelques éclaircissements clés. Sachez que son expérience, vraiment, ça intéresse beaucoup. Ça intéresse beaucoup. Donc, raison pour laquelle vous coupez d'abord vos micros. Pour ceux qui ont les micros activés, ça va nous permettre qu'on écoute ce qu'il dit en même temps. OK? Donc, OK, Lamrana, est-ce que d'abord, premièrement, est-ce que tu peux nous présenter ton expérience en Turquie et c'est-à-dire comment d'abord tu as entendu parler de la bourse, où ça a commencé, est-ce que c'est toi qui as fait la procédure, est-ce que c'est quelqu'un qui a fait pour toi, voilà, comment tout ça a commencé quoi, et qu'est-ce qui t'a dit qu'il fallait aller en Turquie, pourquoi pas dans une autre destination? Parce que moi je te connais un peu, je pensais que peut-être tu m'aurais d'aller te voir au Canada ou Oui. bien, mais voilà, est-ce que tu peux revenir sur, sur cette expérience-là s'il te plaît? Oui, absolument, absolument. Alors d'abord, c'est en 2022, j'étais en licence 3 à Symphonia à Conakry. On se cherchait parce qu'on était en dernière année de licence, dès qu'on trouvait une solution pour poursuivre les études au master. Donc, en ce moment, on avait voulu tenter Campus France, mais on avait vu que cette année-là, il y avait certaines restrictions. Donc, on avait des échos qui disaient que c'était pas du tout évident de pouvoir trouver une admission pour la licence 2 ou licence 3, parce que moi, je voulais pas trop rétrograder. C'est en ce moment, on s'est dit, j'ai appris avec un ami qu'il y a une bourse qui s'appelle la bourse turque, qui est offerte par le gouvernement turc, précisément par la présidence. Et du coup, on s'est renseigné. Il restait, je me rappelle bien, il restait 5 jours avant la clôture de la période de candidature. Et du coup, on s'est renseigné là. Je me suis renseigné avec un ami. Salut, tu le connais peut-être. Oui, 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 je le connais. Donc, voilà, on s'est renseigné très bien sur la bourse. Et heureusement, on avait tous les documents qu'il fallait. Donc, on avait notre relevé de la L2, de la L1, qui était déjà disponible. Et automatiquement, le soir, on est rentré, on a fait des recherches. On a vu que c'était pas très, très compliqué de postuler. Il fallait juste rédiger un projet de recherche sur lequel tu devrais travailler au master. Et du coup, on s'est mis là-dessus. Chacun a choisi un sujet qui le passionne. Moi, j'ai choisi un sujet qui portait sur la microfinance. Donc, je fais des recherches, j'ai rédigé tout ce que j'avais à rédiger en fonction des questions qui étaient posées sur la plateforme. Et donc, j'ai commencé à remplir, comme tu viens de le montrer, les différentes étapes. J'ai rempli toutes les informations, toutes les informations. Ça m'a pris pratiquement des jours. Et on a postulé. Et je vais aussi préciser, le lendemain, j'ai voulu postuler, mais il y avait un bug sur le site. Tellement qu'il y avait des gens qui étaient connectés sur le site, j'ai pas pu postuler. Mhm, Du coup, j'ai pensé qu'ils allaient vraiment pas pouvoir postuler la bourse. Mais heureusement, le lendemain, ça a débloqué. J'ai pu soumettre mon dossier de candidature. Pour être tout à fait honnête, moi, j'ai postulé, mais j'étais pas totalement confiant, en fait, parce que je connaissais personne ouais. qui avait eu la bourse là. Je connaissais personne du tout qui avait eu cette bourse. Pour moi, c'était pas, parce que c'était une bourse ouverte à tout le monde entier. Je me disais qu'il y avait des Européens, des Asiatiques qui postulaient. Je me disais que bon, peut-être, ils sont privilégiés par rapport à nous. Mais bon, ça demande aucun frais, pourquoi pas postuler. Et donc, on a postulé, on a attendu. Je me rappelle plus du mois exactement. J'ai reçu un mail m'invitant à aller passer l'entretien. Ah, pardon, attendez, j'ai un appel là, je vais vous revenir. Donc, il va nous revenir dans un instant. Mais voilà, je pense que ce qu'il nous dit est très, très important. Donc, vous voyez, si on attend la dernière phase pour pouvoir venir postuler à cette bourse-là, franchement, je pense que c'est pas une bonne idée. Parce que derrière, vous avez vu, je pense, c'est 150 000 les bourses qui sont octroyées. Donc, 150 000, nous ne sommes pas que nous, Africains ici, surtout Afrique de l'Est, quand je dis Afrique de l'Est. Donc, il y a d'autres pays, les Européens, les autres Asiatiques, les autres, voilà, dans d'autres continents ou bien dans d'autres pays, postulent aussi pour cette bourse-là. Donc, venez à temps, postulez. Vous avez le choix de choisir des formations professionnelles, il y en a. Il y a des formations en licence, en recherche, en doctorat et en master.
C'est très très simple. Moi, j'en ai, comme je vous ai montré tout à l'heure, le dossier que je suis en train de gérer là actuellement, la plupart des dossiers sont presque terminés. Tout ce qui me reste, c'est de revoir les informations qu'il faudra envoyer et comment on appelle, de pouvoir soumettre. Vous n'avez rien à perdre, hein. Il n'y a aucun frais de dossier. Si quelqu'un vous dit qu'il y a un frais de dossier, qui vous a menti. Par contre, si vous passez par une Oui, branche, vous payez des frais de je suis sélection. désolé. Merci. Donc, on te laisse continuer. Alors, je disais que je connaissais personne qui avait cette bourse. Du coup, on n'était pas très très confiants. Mais en tout cas, on a postulé, ça lui et moi. J'étais le premier à avoir recevoir un mail pour m'inviter à aller passer l'entretien. J'ai dit, ah ouais, donc c'est réel, c'est une bourse réelle, c'est pas une bourse fictive. Et le lendemain aussi, ça allait aussi a reçu un mail pour l'inviter à aller passer l'entretien. C'était, moi j'ai passé un jeudi, il a passé un vendredi. On a passé l'entretien et tout. En ce moment, quand on a passé l'entretien, vu l'atmosphère autour de l'entretien, les questions qu'on nous a posées, les réponses que nous avons apportées, franchement, on était beaucoup plus confiants. On a notre degré de confiance a augmenté. On a dit, bah, peut-être finalement, on sera retenu hein, parce que là, on a des très bonnes notes. On a bien défendu notre projet de recherche. Donc, on espère qu'on sera retenu au final. Et c'est comme ça, on est resté à l'affût. Jusqu'au mois d'août, les résultats sont tombés. Bah, moi, c'était couché sur moi. J'ai reçu un mail, j'ai vérifié, vous êtes retenu pour la bourse. Et là, c'était une joie immense et une fierté. Et donc, on a commencé les procédures pour la procédure consulaire, aller légaliser tous les documents qu'il fallait légaliser, traduire tout ce qu'il y a à traduire, faire la demande de visa. On a fait tout ça je crois, en deux semaines, 3 semaines. Nous avons obtenu nos visas et on a attendu après le billet d'avion. Ils nous ont acheté le billet d'avion et on s'est envolé. On a atterri en Turquie. Donc, c'est comme ça. Excellent, excellent parcours. Je pense que déjà, moi, je vais juste retenir un truc, le fait que déjà, que voilà, tu t'attendais pas d'abord à la bourse parce que vous avez postulé au dernier moment. C'est pour cela que je disais aux gens de postuler avant parce que cette bourse est une bourse très compétitive. Donc, c'est pas que Exactement. y a pas que des Guinéens ou bien des Sénégalais ou bien des Maliens qui vont postuler. Il y a des gens du monde entier qui vont aussi revenir sur cette bourse-là. Donc, raison pour laquelle, si vous devrez postuler, venez juste postuler à temps. Actuellement, il reste quelques semaines, hein, c'est jusqu'au 20. Je pense que je vous ai déjà montré la deadline. Jusqu'au 20 février. Voilà, jusqu'au 20 février. Donc, il y a suffisamment de temps pour ça. Donc, Oui. donc, merci beaucoup. Moi, avant de te demander les dossiers, peut-être c'est de savoir c'est quoi la différence entre peut-être la recherche et les autres. Parce que Oui. tout à l'heure, quand moi j'ai déroulé le truc, on a vu qu'il y avait la licence, il y Oui. avait le master, la recherche. Voilà. Oui. Est-ce que tu peux élaborer pour chaque partie? Parce que aussi, il y a des gens qui ne font pas cette différence, hein. Souvent, ceux qui ont obtenu la licence se posent la question, qu'est-ce qu'on va aller faire en Turquie là-bas? Ok. Bah, du coup, pour la licence, c'est d'abord ceux qui ont moins de 21 ans, qui ont déjà leur bac. Pour postuler la licence, tu n'as pas besoin d'un projet de recherche, rien du tout. Tu as juste besoin de ton diplôme de bac, te relevé. Si tu as un L2 dans ton pays, te relevé de la L1, tu postules. Si tu es en L1, te relevé du bac suffit largement pour postuler. Et les relevés du lycée aussi vont demander. 11e, 12e et terminale. Par contre, au master, pardon, pour le master, ils vont te demander le relevé de la L1, L2, L3. Si tu es en L3, tu auras juste à présenter le relevé de la L1 et de la L2. Et un projet de recherche. Parce qu'au master, à la fin du master, tu auras réalisé un mémoire de recherche. Et du coup, il te demande de proposer un sujet sur lequel tu vas travailler à la fin de ta formation au master. Donc, c'est de ça que je parlais, un projet de recherche. Maintenant, pour le doctorat, là, tout le monde sait qu'un doctorat est clôturé par une thèse. Donc, pour ça, il faut que tu présentes ta thèse, tu résumes un peu ta thèse, ce que tu comptes faire, les grandes lignes, la bibliographie, la problématique, tes angles de recherche, ainsi de suite, la motivation qui est derrière le sujet de recherche. Tu fais tout ça et tu soumets avec ta candidature. Maintenant, il y a aussi d'autres volets là-bas qui s'appellent bourse de recherche. Bourse de recherche, ça c'est pour, disons, les professionnels, les enseignants, enseignants-chercheurs qui veulent aller juste pour une période de recherche en Turquie. Donc, ils présentent juste leur projet de recherche pour aller travailler dans un laboratoire en Turquie. Donc, c'est un peu ça. C'est seulement ceux du master, du doctorat
qui sont concernés par le projet de recherche. Ceux de la licence ne sont pas concernés. Ok, je vois. Excellent. Donc, alors, on va revenir maintenant à l'essentiel, je pense. L'essentiel, c'est de Oui, savoir, puisque maintenant on connaît les critères d'âge et oui. quels sont les niveaux où on doit postuler. Maintenant, je peux revenir un peu sur les dossiers, parce que tout à l'heure, tu as dicté les dossiers tu as dit, par exemple, les dossiers, il faudrait envoyer les relevés du collège. Maintenant, pour chaque séquence, Mhm. par exemple, est-ce que tu peux revenir sur les dossiers complets qu'on va fournir pour préparer cette course-là? D'accord. Oui, absolument. Moi, j'ai vu qu'on postulait pour le master. On avait le passeport, le diplôme du bac, le relevé de la L1, de la L2, parce qu'on était à L3. Du coup, on n'avait pas notre relevé de la L3 à notre possession. Et donc, c'est le relevé de la L1 et de la L2 qu'on a soumis, qu'on a inséré dans notre dossier. Et pour ceux de la licence, il fallait le diplôme du bac obligatoirement. Maintenant, si tu as L2 et que tu veux aller recommencer la licence en Turquie, il fallait présenter le relevé de la L1 parce que si tu as L2, c'est que tu as fini la L1. Mais si tu as L1, ça veut dire que tu n'as pas encore le relevé de la L1. Donc, c'est seulement le diplôme du bac et le relevé du lycée. On te demandait ça aussi. Pour appuyer ta candidature, il te faut forcément te relever du lycée, la 11e, 12e et la terminale. Pour le doctorat, ça aussi, logiquement, ils vont te demander le relevé de la licence, L1, L2, L3 et les 2 années de master. Ok, excellent. Ouais. Mais maintenant, je pense que il y a juste quelque chose que moi j'ai vu cette année, ce sont les relevés du collège. Parce que nous, on les a demandé cela. Collège. Oui, oui, il y a le collège. Après, si tu veux, je peux même partager mon écran. Ça te demande Oui. les relevés du collège, le diplôme du collège, Mhm. les relevés de la... C'est-à-dire, je vais revenir sur ça un peu, peut-être. C'est d'abord, pour ceux qui font la licence, pour ceux qui feront la licence, Mhm. vous devrez envoyer Mhm. vos relevés du collège, c'est-à-dire la septième, huitième, neuvième, dixième, plus le diplôme du Mhm. BEPC. Ensuite, vous envoyez aussi les relevés de la onzième, douzième et terminale, et le diplôme du terminal. Ça, c'est pour ceux qui feront la licence. Pour ceux qui feront le master, maintenant, on va rajouter maintenant pour la licence et la première année, les relevés de la première année, deuxième année. Maintenant, si vous avez fini la licence, vous allez envoyer soit le diplôme de la licence ou l'attestation de licence. Je ne sais pas si c'est nouveau, mais cette année, nous, on nous a demandé sur la plateforme. Forcément, tant que tu ne renseignes pas, d'ailleurs, tu ne peux pas passer à l'étape suivante. Donc, il y a les relevés Ah du bon? collège, oui, il y a les relevés du collège qui sont demandés derrière. Ah ouais. Oui, Alors c'est nouveau ça. oui, c'est nouveau. C'est Et nouveau. aussi, autre chose, parce que ça va même te demander l'école où tu as fait le collège. Moi, par exemple, j'avais des soucis à retrouver l'école. Parce que l'école, là, Mhm. je pense qu'ils sont partis en faillite ou je ne sais pas où. Maintenant, Mhm. j'étais obligé de choisir autre option. Ça aussi, c'est quelque Ok. chose qu'il faut rappeler aux gens. Peut-être pour ceux qui voudront postuler. Parce que tu ne peux pas choisir une école au hasard. Les informations que les gens sont en train de renseigner, rassurez-vous que ce soit les bonnes informations. Je le rappelle ici. Parce qu'ils vont évaluer vos dossiers, ils savent tout. Dès que vous mettez d'ailleurs votre niveau, où vous avez fait votre collège, ils vont détecter automatiquement toutes les écoles de l'endroit. Donc, ça ne sert à rien de tricher ou bien de dire que telle école est là ou bien alors que vous n'avez pas fréquenté cette école. Ils vont vérifier les dossiers. Donc, c'est pour cela que je disais, il faut bien organiser les dossiers en avant. Donc, je pense que sur cette question-là, tu nous as bien répondu. Donc, pour les dossiers, vous savez ce qu'il vous faut, ce qu'il vous faut. Et il faut rajouter autre dossier, peut-être le passeport. Hein. Il faut avoir un passeport valide. Ça, Oui. c'est primordial déjà. Et au moment de postuler, moi, je vous demande même si vous avez le passeport, parce que cette année, j'ai vu dans les FAQ, ils recommandent plus que les gens aient le passeport au moment de l'inscription. Au lieu de s'inscrire avec la pièce d'identité, tu t'inscris avec directement ton passeport. Voilà, là, Oui. ça les rassure aussi. Donc, avoir au moins un passeport qui a une validité au moins, ils ont dit 6 mois, mais moi, je conseille d'avoir plus d'un an. Plus d'un an. Parce que d'ici la fin de la procédure déjà, il y a combien de mois? Je pense qu'il y a 4 mois qui arrivent ici, avant la fin de la procédure. Maintenant, si tu as un passeport actuellement qui est en validité de 6 mois, comment est-ce que à moins que tu le renouvelles, parce que c'est possible, tu peux aller renouveler le passeport. Donc, c'est bon. Donc, je ne sais pas si après, je vais laisser aux autres poser les questions. Mais maintenant, ma question est de savoir comment se passe la vie en Turquie. Parce que je pense qu'on en a vu. Je pense qu'à un moment donné, j'étais même posé la question l'année dernière. Je voulais postuler. Mais j'ai eu Mhm. une contrainte. Je ne me suis pas voilà, inscrit à temps. Je me suis rappelé que Mhm. le 21 ou le 23 février, je trouve que c'est déjà parti. Donc, comment se passe Ok. la vie en Turquie? Parce qu'on entend souvent sur les réseaux, hein, désolé, mais
On nous dit que les Turcs sont racistes, ils n'aiment pas les Noirs, c'est pas comme ça. Moi, honnêtement, j'ai jamais été en Turquie, j'ai jamais été victime, j'ai jamais entendu, toi tu as été là-bas, je t'ai jamais entendu dire que tu as été victime. Mais comment est cette perception-là, par exemple, et comment ça se passe la vie en Turquie pour nous les Africains, que ce soit homme ou femme? Ou bien il y a une, Ok. entre un homme et une femme, il y a une différence quand il s'agit de vivre là-bas. Ok. D'abord, je voulais revenir au niveau des dossiers. Mhm. J'avais oublié de mentionner la lettre de recommandation aussi, Oh qui est ouais, demandée. excellent. Il y a aussi une lettre de motivation aussi, Ouais, pour expliquer un peu ton choix de formation, pourquoi la Turquie, pourquoi tu veux obtenir la bourse. ouais. Tu expliques un peu tes motivations, quoi. Mhm. La lettre de recommandation aussi de la part d'un de tes professeurs Mhm. ou un responsable académique. Oui, Voilà, ça aussi, c'est très, très important. Ça fait la différence au niveau des candidatures. ok. Excellent. Je pense qu'il a rajouté quelque chose de très important. Moi, je l'ai déjà noté, hein. Déjà, comme j'ai de la lettre de recommandation, j'ai déjà un template qui est disponible après. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai laissé les contacts dans le chat. Après, vous pouvez me contacter, je vous envoie ça. C'est un modèle. Après, vous le modifiez. Attention, si vous utilisez l'IA, vous générez ici des modèles. Il y a des IA qui détectent les IA aussi. Donc, c'est gratuit. Essayez de faire ça de façon manuscrite, d'écrire ça peut-être sur Word. Utilisez vos propres mots, utilisez vos propres émotions. C'est-à-dire, on sent que c'est un humain qui a parlé, quoi. Ça va plus montrer aussi que voilà, que c'est quelqu'un qui va aller faire des recherches. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui va, ça va tellement vite. Donc, la lettre de recommandation, comme il a précisé ici, par exemple, vous avez un professeur qui vous connaît bien parce que c'est la plateforme, c'est précisé. Je vais vous afficher ça après. Quelqu'un qui vous connaît très bien, cette personne-là pourra vous dire, pourra dire de quelque chose de vous par rapport à cette bourse. Est-ce que vous êtes, est-ce qu'il a confiance en vous? Voilà, quelqu'un qui va parler vraiment du bien de vous. Exemple, un professeur, votre professeur dans votre université. Voilà, ça fera l'affaire, je pense. Ou bien si vous êtes dans une entreprise, ou bien vous avez travaillé dans une association à but non lucratif, ou bien c'est pas comme ça, c'est de très bonnes expériences. C'est pas obligatoire, je pense, mais c'est nécessaire. Si vous le faites, ça augmente encore votre Ouais. sens d'être pris. Voilà, j'ai regardé, je pense que c'est pas obligatoire, mais c'est nécessaire. Par contre, comment on appelle, la lettre de motivation, elle est obligatoire, hein. Elle est obligatoire. Vous allez déjà mentionner cela. Donc, est-ce qu'on peut revenir maintenant sur la question que je t'avais posée, la vie en Turquie, c'est comment? Allô, c'est bon? Allô, Lamran? Je pense que... Est-ce qu'elle est Il faut là? aussi mettre le CV. Vous m'entendez? Ah oui, le CV, oui. Le CV pour ceux qui... Voilà, le CV, il faudra mettre un CV d'expérience professionnelle. Et ajoutez-le sur la Ouais. liste, hein. Ajoutez-le à la liste. Ouais. Je pense que Et c'est bon. surtout aussi ajouter des activités extrascolaires. C'est très très important. Même si tu ne l'as pas fait, il faut quand même trouver un truc là-bas. Tu dis que tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Et tu quand même être logique aussi. Il ne faut pas raconter du n'importe quoi. Il faut être Exemple, logique dans tout ce que tu dis, quoi. exemple, par exemple, tu as participé par exemple à une activité sociale dans ton quartier, ou bien tu es dans une ONG, ou bien dans une association. Ouais, Tu essaies de présenter ton rôle dans ouais, l'association, ou bien qu'est-ce que tu as fait dans l'association. C'est très important. Ça montre aussi que exactement. Exactement. tu as un aspect d'ouverture, tu es social, tu n'es pas Ouais, quelqu'un de totalement introverti, quoi. Donc, merci beaucoup c'est pour ça. ces précisions-là. Donc, tout ça, c'est des C'est ça. éléments qui vont augmenter la chance de pouvoir obtenir cette bourse-là. Donc, est-ce que tu Ouais, peux ça vous fait la revenir? différence. Ouais. Est-ce que maintenant tu peux revenir par rapport, comment on appelle, à la vie en Turquie? Alors, la vie en Turquie. Surtout l'accueil, comment ça se passe? Parce que nous, les Africains, on est curieux, Ouais, hein. Quand on sort de notre continent, ouais, vraiment, pour ceux non, qui n'ont je vais jamais vous dire, je vais voyagé, ils vous sont dire. très curieux. Si j'ai accepté de venir échanger avec vous, c'est vous dire, partager mon expérience. Ouais, c'est ça. Faut pas que vous soyez surpris une fois sur place. Donc, c'est. D'abord, il y a un dispositif d'accueil pour les lauréats en début d'année, en fait, parce que généralement, les lauréats arrivent en Turquie début, disons, fin septembre, début octobre. Généralement, à partir de mi-septembre, les lauréats commencent à voyager et arriver en Turquie. Donc, pendant les 2 premières semaines, il y a un dispositif déjà à l'aéroport d'Istanbul, parce que la majorité des lauréats atterrissent à l'aéroport d'Istanbul. Il y a un dispositif qui est là pour accueillir les gens, les orienter. Pour ceux qui doivent prendre un second vol, pour vous orienter où vous devez aller, faire le checking, pour prendre votre prochain vol et tout. Ou pour ceux qui arrivent à Istanbul, vous orienter pour prendre le bus ou pour que vous ayez à votre résidence, ainsi de suite.
Maintenant, moi, je suis arrivé à Istanbul, il n'y avait personne pour m'accueillir parce que je suis arrivé un peu tardivement. Et donc, je me suis débrouillé seul. Je devais prendre un second vol pour aller à Izmir. C'est la troisième grande ville. Une fois à Izmir aussi, il fallait que je prenne un bus pour arriver dans la ville où j'allais suivre les études. Et donc, arrivé, je ne vous mens pas, c'est un peu différent de l'Afrique quand même. Hein. C'est un pays quand même développé, un pays à l'image des pays européens. Juste la différence, c'est le fait qu'ils ont une culture un peu différente de la culture européenne ou occidentale, même si actuellement ça a tendance à, disons, à s'uniformiser en fait, ça devient un peu pareil, mais c'est un peu différent de l'Afrique. Et donc quand on est arrivé, il fallait directement s'inscrire pour commencer les cours. Je suis arrivé, je ne connaissais rien dans la langue turque, et donc on a commencé, au début c'était très très compliqué. Hormis ça, quand tu sors pour acheter des trucs, la vie sociale, à part les Africains, les autres c'est un peu très très compliqué parce qu'ils ne parlent que l'anglais. Et aussi, la Turquie c'est un pays de base qui est très très fermé. C'est maintenant, le pays commence à être ouvert au reste du monde. Il commence à aller investir en Afrique, être un peu influent. Et du coup, leur communauté, leur peuple, ils sont pas habitués à avoir des étrangers. Parce que moi, la ville où moi j'étais, c'était une ville pas très très grande. Il y a des gens là-bas, c'était les premières fois de voir les Noirs. Et du coup, quand ils nous voient, ils étaient un peu étonnés, j'étais ébahi, ils nous prenaient en photo et tout. Donc, parfois, ça te met un peu mal à l'aise. Si tu es quelqu'un qui n'est pas ouvert d'esprit, tu vas prendre ça. Ah, mais comment ils me prennent comme si je suis pas comme eux, quoi. Et donc, tout ça, il faut se préparer parce qu'il y a des gens qui vont te voir différemment. Il y a aussi parfois des questions qui vont te poser, des questions un peu déplacées parce qu'ils ils sont pas habitués à voir des gens comme toi. Ils sont aussi curieux, mais ils savent pas comment poser les questions de façon intelligente. Ils te posent des questions très directement. Toi, tu peux le prendre mal, mais peut-être au fond d'eux, ils n'ont pas une mauvaise intention derrière, mais ils te posent des questions un peu maladroitement, quoi. Et donc, il faut savoir garder son sang-froid, ne pas être très, très ouvert et ne pas être aussi très, très renfermé, en fait. Il faut être ouvert un peu pour comprendre le pays, comment les choses, comment comprendre les mentalités, comment ils pensent, comment ils voient les choses. Aussi s'informer sur eux, parce que c'est important quand ils viennent dans des pays. Il faut que tu essaies d'avoir des informations sur le pays, sur le peuple, sur leur histoire. Et donc, moi, je ne peux pas dire qu'ils sont racistes, même si dans tous les pays du monde, il y a des racistes. Parce que le racisme, en vrai, c'est la peur de l'étranger. Même nous, en Afrique, parfois, si certaines personnes voient des blancs, ils sont un peu, ils disent, ah, moi, j'ai pas trop confiance aux blancs, j'aime pas trop traiter avec les blancs, j'aime pas trop les blancs, non, tout comme ça. Donc, c'est humain, en fait. Les gens aiment être avec les semblables. Ils aiment s'identifier à celui qui ressemble à eux, si tu es différent d'eux. Il y a toujours un petit écart entre vous, une différence. Donc, ça va faire que les gens sont un peu distants par rapport à ça. C'est pas forcément raciste, même si parfois il y a des racistes quand même. Mais tout porte à croire que la Turquie de base, c'est pas un pays raciste. Parce que si j'étais raciste, je n'allais pas octroyer des bourses à des pays africains pour aller dans les pays. Donc, mais il y a des gens quand même parfois qui peuvent dire des propos un peu déplacés, même si c'est pas leur intention, c'est pas de blesser, mais parfois ça peut blesser en tant qu'humain. Donc, on a passé l'année à suivre la langue turque. C'était très, très compliqué, je ne vous mens pas, parce que c'est une langue à l'envers par rapport au français. Le français, nous avons le sujet, verbe, complément. Et c'est complément, verbe, sujet. Donc, quand tu arrives au départ, ton cerveau, il se retourne. C'est un peu compliqué, mais avec la persévérance, le courage, la motivation, au final, tu pourras t'en sortir. Parce que moi, avant la fin de l'année, j'arrivais déjà à échanger avec des gens dans la rue. Je n'avais pas besoin d'interprète quand je partais faire mes courses ou bien mes affaires. Donc, je veux dire que parce que je ne suis pas spécial, donc dès que tu te mets, en plus, il y avait des Guinéens, il y avait des Ghanéens, des Nigériens, des Libériens, des Marocains, des Algériens, des Égyptiens.
les Pakistanais. Donc, au final, on était tous initiés à la langue. Chacun de nous s'exprimait dans la langue très, en fonction de son niveau, mais quand même, on se comprenait. Donc, je peux dire que mon expérience a été très, très riche. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai découvert beaucoup de nouvelles choses, une nouvelle culture, des nouveaux endroits. Donc, pour moi, ça a été très, très enrichissant quand même. Excellent. Je pense que là, vraiment, ça résume le complet en le tout, parce que c'est ce qu'on avait besoin de savoir. Tu sais, sur les réseaux, les gens miroitent parfois, ils vous disent ce qu'ils veulent. Et aussi, voilà, il y a quelqu'un qui pose les langues d'enseignement. Les langues d'enseignement, c'est en turc et en anglais. Après, il va nous répondre sur ça. Et moi, j'ai juste une question. Est-ce qu'ils ont ouvert, par exemple, pour la plupart de ces, quand ils demandent d'avoir des bourses d'études, souvent la question c'est de savoir est-ce qu'ils auront le temps de travailler? Parce que cette question-là, on me l'a posée maintes fois. Moi, je n'ai pas Alors, été en Turquie. C'est pour cela, d'ailleurs, je me dis, il fallait que je fasse mhm. le live avec toi, pour que tu nous alors, expliques. Est-ce qu'on aura la alors, à ce possibilité de niveau, savoir? c'est une question très, très importante, Voilà. très, très Et importante, aussi, le montant parce qu'on que, paye là, excuse-moi, je vais terminer. Le montant qu'on oui, paye là, est-ce que c'est un montant qui va te permettre de vivre pour étudier? C'est-à-dire, est-ce que tu pourras oui. peut-être vivre ou bien même économiser, même si c'est 20 dollars ou bien 50 dollars pour envoyer à tes parents? Parce qu'on sait que la plupart viennent des familles défavorisées ou bien où les conditions de vie sont un peu compliquées, on peut le dire Modeste. comme ça. Donc, est-ce qu'on aura quelque chose au moins à économiser pour pouvoir envoyer en famille? Ou bien c'est pas suffisant, il faut peut-être avoir même le soutien des parents, une fois aussi même en Mhm. Turquie. Ok. J'ai déjà vu une question là par rapport aux avantages. Je vais profiter pour répondre à la question. Hmm. D'abord, la bourse, quand tu l'as, tu as déjà mentionné, c'est de la licence en 4500 livres turcs. C'est ça, oui. Voilà, le sud du master en 6500, je suis doctorat en 9000. Et donc, en plus de cela aussi, il y a une assurance santé, 100% couvert. Quand tu tombes malade, tu pars à l'hôpital, tu présentes juste ton titre de séjour et puis on te soigne, tu payes absolument rien. À la pharmacie aussi, j'ai quoi, l'État prend à la hauteur de 115% du prix des produits à la pharmacie, toi tu payes les 15%. Mais il faut noter aussi que l'État ne permet pas aux étudiants étrangers, principalement les lauréats, parce que là nous parlons des lauréats de la bourse, de travailler. Parce que pour travailler en Turquie, il te faut un permis de travail. Donc si tu as un statut étudiant ou lauréat, tu ne pourras pas faire une demande de permis de travail. Donc si pour travailler, il faut que tu travailles, disons, au noir, au black, comme on veut dire, Ok. sans que ce soit déclaré. À votre aise. Ça, voilà, et ça, c'est hyper pénible parce que parfois, on te fait travailler, mais on ne te paie pas à la hauteur de tes efforts ou bien à la hauteur de ce qu'on doit te payer en fonction si c'est un Turc ou si quelqu'un qui a un permis de travail. C'est un peu de l'exploitation humaine en quelque sorte. Mais il faut savoir que le montant que tu donnes quand même, ça peut te suffire pas largement. Mais ça ne peut pas te permettre quand même de pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Ça, il faut quand même, il faut pas penser que ça peut te permettre parce que les, les 4500 télé, c'est environ 80, 88 euros comme C'est ça. ça, c'est ça. Je l'ai déjà calculé tout à l'heure. C'est près de 100 dollars. Ça n'atteint pas les 100 dollars, mais c'est à peu près dans ce montant qu'il t'a dit tout à l'heure. D'accord. Donc, en plus, quand vous allez être dans le dortoir, il y aura du déjeuner le matin, vous avez droit à un déjeuner. Le soir aussi, vous avez droit à un dîner. Donc, dans l'après-midi, maintenant, tu prends dans ta bourse pour t'acheter à manger et tout et tout. Je pense que l'argent, là, c'est pour ça. Et aussi pour tes frais pour la carte SIM, les frais de connexion. Parfois, il y a du Wi-Fi dans les dortoirs, mais quand tu sors, il te faut de la connexion, forcément. Et aussi le transport, il faut payer les tickets de bus, les tickets de métro si tu es à Istanbul ou Ankara ou à Izmir. Mais je ne peux pas vous garantir que le montant qu'on vous donnera va vous permettre de subvenir à vos besoins en Turquie et d'aider vos familles. Et même trouver du travail aussi, c'est pas très très facile. Ça dépendra de la ville où tu seras. Si c'est à Istanbul, ça sera peut-être facile de trouver du travail dans les restaurants en tant que plongeur, en tant que serveur, pour les entreprises de manœuvre. Mais c'est hyper pénible. C'est des travaux hyper pénibles. Moi, j'ai eu à faire 2 mois de travaux, mais je suis ça à personne parce que c'est très, très fatigant. Donc, je pense pas que ça soit très, très facile de trouver du travail.
avec les études simultanément. Donc, ça ne sera pas facile, mais là, en tout cas, le montant de la bourse va vous permettre de vivre dignement, de ne pas vous soucier de vos charges quotidiennes, quoi. Ok, tout à l'heure, tu as parlé de dortoir parce que, tu sais, ici, les gens, je peux dire en Afrique, en parenthèse, quand ils se disent que je vais aller étudier, qu'on entend que l'allocation, le logement est pris en charge, il faudrait que les gens Ouais. comprennent, c'est dans les campus, n'est-ce pas? Ça dépend, ça dépend. Parfois, il se peut que le dortoir soit en dehors du campus. Ah, ok. Parfois aussi, il se peut que le dortoir soit dans le campus. Moi, mon dortoir était dans le campus. Mhm, Le dortoir des hommes, le dortoir des femmes était en dehors du campus. ok. Ça dépend en fait des villes. Il Et y a ça aussi, mhm, il faut aussi préciser que dans le dortoir, c'est pas une personne par chambre. voilà, voilà. Moi, j'étais avec trois Turcs Mhm, et moi dans une chambre. On était quatre personnes dans une chambre. C'était des lits superposés. ouais, effectivement. Des lits superposés. Donc, l'intimité n'était pas là quand même. Ouais. Donc, c'est pas l'intimité. C'était pas quand même très très agréable de te retrouver dans une chambre avec des gens que tu n'as jamais connus, que tu n'as jamais côtoyés, vous ne connaissez même pas. Vous arrivez à partager tout ensemble. Au début, c'est très très compliqué, mais dans la vie de l'homme, il faut s'adapter à tout, quoi. Tu vas t'adapter au fur et à mesure, ainsi de suite. Donc, Ouais, donc d'où l'importance même de l'anglais, parce que si tu viens au début, tu ne parles aucune langue. Au moins, minimum, si tu hmm. connais l'anglais, je pense que ça Ouais. va être beaucoup plus facile de parler aux gens et de Ouais, pouvoir ouais. C'est avoir un des niveau de base conversations. en anglais, Mhm, ça va, tu pourras communiquer un peu. Ouais. effectivement, ça c'est très important. Est-ce que par hasard tu es tombé sur un Turc qui parle français? Oui, deux Turcs ouais, qui venaient d'Istanbul, qui étaient venus dans ma ville, qui parlaient français, ouais. Et Parce dans, qu'ils avaient fréquenté. Il y a des lycées français à Istanbul. ok, je vois. Et maintenant, par rapport aux villes, parce que j'entends souvent, il y a pas mal, ils ont pas mal d'autres petites villes à l'intérieur. Quand je dis petites villes, ça dit c'est différent d'Ankara ou d'Istanbul ou bien d'Izmir que tu Oui, as mentionné d'ailleurs tout à l'heure ici. Et oui, est-ce que, par exemple, c'est sur le choix, par rapport au choix qu'on peut orienter? Moi, par exemple, dans les programmes que j'ai vus, je vois la plupart des programmes sont à Istanbul et Ankara. J'ai vu aussi d'autres mhm, programmes qui sont à Izmir ou bien dans une autre ville aussi. Et quelles ouais. sont les villes où, par exemple, tu penses que, par exemple, on a plus de chances d'être intégré ou bien il faut prendre les villes à l'extérieur, les petites villes, disons comme ça, ou peut-être les universités la cherchent plus des boursiers par rapport à ce sens-là? Il y a tellement d'universités en Turquie. Il y a assez de villes. Dans toutes les villes, il y a au moins deux universités publiques, en fait. Donc, à ce niveau, ce que moi je conseille aux gens, c'est d'être cohérent dans ses choix, en fait. Si tu as fait de l'économie avant ou tu as fait de l'informatique, il faut que les choix que tu vas faire sur la plateforme de la bourse, il faut que les choix soient cohérents. Et je conseille aussi de diversifier ses chances. Tu prends deux choix ou trois choix à Istanbul, un choix à Ankara, deux choix à Izmir, d'autres choix dans les autres villes pour diversifier ses chances. Parce que si tu prends, par exemple, maximum c'est 15 choix. Si dans tes 15 choix, il y a 15 choix, disons 10 choix, Istanbul, Ankara, et sachant que la majorité des postulants postulent dans ces grandes villes, parce que tout le monde vient dans les grandes villes, donc ça devient une concurrence. La sélection va être un peu rude. Si je trouve que tu n'as pas de très très bonnes notes, ceux qui ont des notes plus élevées que toi seront favorisés, seront sélectionnés par rapport à toi. C'est pourquoi il est important de diversifier, choisir des formations cohérentes qui sont en lien avec ce que tu as fait antérieurement et aussi diversifier ses choix. C'est ce que moi je peux conseiller. Excellent. Je pense que cela peut me ramener à une question que je vais te Oui. poser par rapport aux notes. Parce qu'il y a aussi Mhm. même quelqu'un qui m'a interpellé en privé pour me dire, lui, il a Oui. 11 de moyenne au bac. Mhm. Est-ce qu'il peut postuler Mhm. pour la bourse de la Turquie? Par rapport à la moyenne, est-ce que c'est très important? Pour ceux qui ont par exemple eu le bac avec 10 de moyenne, ou bien qui ont obtenu la Mhm. licence avec 11 de moyenne, 12 de moyenne, est-ce qu'ils peuvent postuler Mhm. pour cette bourse-là? Alors, d'abord, c'est une bourse d'excellence. C'est une bourse très, très sélective. Mais parfois, chacun a sa chance. Chacun, il y a aussi le destin de l'homme. Mais il est préférable d'avoir de très bonnes moyennes. Avoir 10 de moyenne, 11 de moyenne au bac, je ne pense pas que ce soit un avantage. C'est un peu handicapant parce que tous ceux qui postulent généralement à des bourses, ils ont 14, 15, 13.
Et ils sont privilégiés par rapport, parce que c'est d'abord le volet académique qui est d'abord pris en compte, après maintenant le volet motivation et activité extrascolaire. Mais tu peux postuler avec 10 de moins, 11 de moins, on sait jamais. Il faut juste avoir une très bonne lettre de motivation. Il a des recommandations très très convaincantes et un CV bien garni avec l'activité extrascolaire, lettre de motivation. Tu expliques bien au sein de ta formation pourquoi tu veux faire ça, qu'est-ce que tu veux devenir. Après, qu'est-ce que cela va apporter, non seulement à toi, mais aussi à ton cher pays. Et je pense que avec ça, ça peut passer parfois. Hein, ça peut passer. Tous ceux qui obtiennent la bourse, ce pas forcément des gens qui ont des 14, des 16, des 18, des 19 ou bien des 13, 14. Non. Parfois, tu peux avoir 12, 13. Moi, j'ai rencontré des gens là-bas qui avaient 12 de moyenne en licence et qui ont obtenu la bourse. Et le CV, il est en français, il peut mettre en français, en anglais, ça dépend. Ça passe. Ok, excellent. Donc, je pense que je vais revenir sur les questions qui ont été posées sur le chat avant que Mhm. qu'on ne continue. Lui, il dit les langues d'enseignement. La langue d'enseignement, c'est la majorité des formations, c'est en turc. Toutes les formations littéraires, tout ce qui est économie, comptabilité, droit, sociologie, tout ça, agriculture, c'est en turc. C'est pourquoi, mais les autres, tout ce qui est ingénierie informatique, c'est en anglais, ou bien en moitié anglais, 50% anglais et 50% turc. Dans mes programmes, Mais je l'ai vu, oui. oui, mais tout compte fait, ils exigent assez que tous les lauréats de la bourse suivent une année de langue turque. Ok. Une année de langue turque. Parce que c'est une année qui te permettra non seulement de comprendre la culture turque, les histoires, et d'apprendre, de pouvoir communiquer avec des gens en dehors de tes cours, parce que tu vas rester à 100% à l'université, tu vas sortir dehors. Donc il faut que tu apprennes la langue. Et avant de valider le niveau C1, qui est requis, avant de commencer tes cours de langue, si c'est en informatique, en anglais ou autre chose. Pour ça aussi, il demande d'avoir, disons, des certificats qui prouvent que tu as un niveau requis pour suivre la formation en anglais. Je ne sais pas. Et soit le TOEFL ou bien les autres, je Ok. pense que c'est GMT, un truc comme Ah, ça. le Ils exigent à TOEFL. ce que tu aies un C'est certificat. ça, c'est ça. Excellent. Donc, c'est. Donc, il y a quelqu'un aussi qui a posé la question à savoir c'est quoi Ouais. les avantages de la bourse. Je pense que je l'ai déjà montré tout à l'heure, mais peut-être tu peux revenir sur ça. Les avantages de la bourse. Ça, on a déjà répondu à cette question. Je pense Les que avantages tu de peux la bourse revenir. sont énormes, sont énormes. D'abord, quand tu as la bourse, ton billet d'avion, il est pris en charge. Une fois arrivé à Istanbul, si par exemple tu as un second vol, tu prends ton second vol, après tu prends ensuite, si tu faut prendre un bus, tu prends le bus. Après, si tu veux aussi, ils peuvent te rembourser aussi le ticket de bus que tu as pris. Tu envoies dans le système que tu as payé le bus tel, ils vont te rembourser tout ça. Si toutefois la période dans laquelle il y a un dispositif d'accueil est passée, donc ils vont te rembourser tout ce que tu as dépensé durant ton voyage. Et après aussi, le logement. Le logement, il est garanti à 100%. Puis les lauréats sont logés. Avant que tu n'arrives en Turquie même, ils vont t'affecter tu verras ton dortoir même, ils vont t'affecter dans ton compte que tu vas créer là. Tu verras ton dortoir là-bas, le nom mentionné, l'adresse exacte. Si toutefois tu as besoin de toi-même prendre un bus ou un taxi pour aller là-bas, il y a l'adresse exacte du dortoir. C'est garanti à 100%. Tu vas trouver ta chambre, elle est prête, tout et tout. Et aussi l'assurance maladie qui est pris à la hauteur de 100% côté consultation et 75% pour les ordonnances. Et à part ça aussi, il y a aussi des activités culturelles durant l'année de langue turque. Les sorties, les visites des monuments, tout ça, c'est pris en compte. Et bah, globalement, c'est ça. Hein. Et aussi l'allocation qu'on vous donnera à la fin de chaque mois. Ça aussi, on va l'ignorer. Ok, je pense que c'est bien répondu. Donc, lui, il Ouais. demande, je pense qu'il t'a répondu, le CV, ça peut être en anglais, en français. Voilà. Il y a aussi, Ouais. il demande, comment on appelle, Comme tu veux. l'âge, l'âge pour le doctorat, l'âge limite. Je pense que là, on C'est l'avait pas. 35 ans. Voilà, c'est 35 ans. Ouais. 35 ans. Donc, on dit, est-ce que lui, il parle, et c'est lui qui parle la langue turque, est-ce que c'est un avantage? Bon, ça, je te laisse répondre. Je pense que c'est un grand avantage. Si tu parles déjà la langue turque, c'est bon. Donc, lui, il demande, est-ce que celui qui parle la langue turque, est-ce que c'est un grand avantage? Bien sûr, c'est toujours un avantage d'apprendre une nouvelle langue. On ne sait jamais dans la vie. Comme actuellement en Guinée, je ne sais pas le cas du Sénégal, mais en Guinée, actuellement,
Il y a beaucoup de sociétés turques, Al-Barak, qui gèrent notre port autonome, Ouais, c'est ça. beaucoup de sociétés de transport. Il écoute beaucoup d'étudiants qui ont appris la langue turque. Chaque fois, on avait un groupe WhatsApp des étudiants guinéens en Turquie. Chaque fois, on recevait des offres d'emploi qui demandaient quels sont ceux qui sont intéressés pour rentrer en Guinée pour travailler. Parce qu'ils avaient besoin de gens qui parlent non seulement le français, mais aussi la langue turque. Donc, c'est un avantage dans la vie d'apprendre une nouvelle langue. On ne sait jamais. Ok, il y a quelqu'un d'autre qui a posé la question. Et si tu as 11 de moyenne au bac, quelles sont tes chances? Mm. Bon, je pense que Lamrana nous a déjà précisé cela. Pour ceux qui ont des notes, de 10, la question, c'est pas ça, c'est de tenter sa chance et de pouvoir Ouais. voir ce qu'il y a derrière. Parce qu'il n'y a pas que les Oh, notes seulement qui sont prises en compte, il y a pas mal d'autres facteurs qui sont pris en compte. tout à Il y a fait. le dossier, il y a le CV. Si vous avez une expérience professionnelle, est-ce que vous êtes dans la vie associative? Tous ces facteurs-là seront pris en compte dans votre dossier. Et aussi votre lettre de motivation. Est-ce que vous avez une bonne... Quel est le projet derrière ce que vous allez faire? Je pense qu'il y a pas mal de critères. Et comme je vous ai dit aussi, il faut comprendre qu'il n'y a pas de frais de dossier. Donc, vous n'avez pas à payer pour avoir la bourse. Donc, vous n'avez pas, c'est-à-dire, vous n'avez rien perdu en tentant votre change. Je pense que c'est même mieux parce que ça va vous permettre de mobiliser tous vos dossiers, de les concentrer sur peut-être quelque part. Demain, si vous avez une autre opportunité, ça va être beaucoup plus facile parce que vous avez déjà une expérience de base. Donc, Ouais, c'est ça. Tu as très bien résumé. voilà. La note seulement ne suffit pas. Mhm. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. La motivation, la cohérence de ton projet, tout ça. Donc, n'hésitez pas, quelle qu'en soit la moyenne que vous avez, postulez, prenez le temps de bien consulter votre dossier, d'avoir une très bonne lettre de motivation, une très bonne lettre de recommandation, un très bon CV bien soigné avec des activités extrascolaires. Vous postulez. Faut pas déjà vous écarter, en fait, vous auto-écarter. Si toi-même tu doutes de toi, qui d'autre va croire en toi? Personne. Donc, ayez confiance en vous et postulez. Vous n'avez rien à perdre. Voilà. Donc, lui, il dit, les logements sont garantis même pendant les vacances. Cela m'amène à te poser aussi une question, à savoir, est-ce Mhm. que par exemple, si tu fais une année longue, est-ce que tu as la possibilité de venir faire des vacances en Guinée et de retourner après? Si toi, tu as les moyens. Oui, absolument, absolument, absolument. Quand tu es une fois là-bas, tu as ton titre de séjour, Mhm. tu peux venir en Guinée à n'importe quel moment, Ok. pendant les vacances. Ouais, super. Ok, lui, il Mhm. dit, est-ce qu'il y a une possibilité aux étudiants de se lancer dans le football? Bon, ça, je ne sais pas, hein. Tu es Que- lancé dans quoi? Dans le football. Football, bah bien sûr, bien sûr. Tu pourras tenter ta chance si tu as du talent. S'il y a disons un club de foot qui détecte, bah pourquoi pas? Oui, C'est possible. il y a Galatasaray, je pense qu'il y a Ouais. Fenerbahçe, il y a pas mal d'autres clubs qui sont là-bas, hein. C'est très Moi, j'ai bien. un ami qui a failli être pris, juste que c'était son problème d'âge, parce qu'il avait un âge un peu élevé. C'est pourquoi ils n'ont pas pu le prendre, sinon ils voulaient le prendre. Alors là, les gars, vous avez entendu aussi, il y a une autre possibilité. Si vous avez d'autres talents, peut-être dans les activités extrascolaires, on ne sait jamais, peut-être on peut vous prendre pour aller Ouais, faire du foot aussi. Donc, il y a des c'est un possibilités peu de faire du d'opportunité. Ouais. business comme... Voilà, celle-là, elle pose la question, c'est une très bonne question, je pense. Possibilité de faire du business comme les commerces avec les cours. Et aussi, les diplômes sont reconnus à l'international. Ça, c'est pas les doutes, c'est des diplômes reconnus à l'international. Peut-être la question qu'on Mhm. va poser à l'Amrana, c'est de savoir est-ce qu'on peut faire d'autres petits business là-bas, parce que moi, je vois des amis congolais, gabonais, camerounais, une fois sur place, Mhm. ils créent du contenu. Et je pense que ça, c'est très Mhm. important. Ils créent du contenu sur les réseaux sociaux, où ils expliquent aux gens quelles sont la vie en Turquie, ou bien ils font des vlogs. Tout ça aujourd'hui, avec TikTok, Facebook, on peut gagner de l'argent avec ces réseaux-là. Ça, je pense que c'est quelque Mhm. chose que toi, tu peux créer au-delà de ça. Et Ouais, elle demande est-ce qu'il y a une c'est possibilité de lancer ce c'est programme de possible. business. Je disais que à partir du moment où tu es en Turquie, tu as tes papiers corrects, Mhm. tu peux faire du business, hein, l'entrepreneuriat, tu peux le faire. Ok. Tu peux le faire, pas de problème. Tu peux créer des contenus, tu peux faire l'import-export si tu as des contacts dans au pays qui te font confiance. Tu envoies de l'argent, tu achètes en Turquie, tu les ramènes au pays, ils vont les vendre. C'est possible. Excellent. Ça, je pense que Ouais. moi-même, je suis touché dedans, quoi. J'en fais partie. Donc, lui, il dit, je parle pour la bourse, c'est-à-dire la langue turque est-il un avantage pour être sélectionné? Oui, oui. Je pense qu'il y a une section dans le formulaire d'inscription où on te demande, est-ce que tu parles la langue turque?
C'est extrêmement important. Si tu parles la langue turque, il faudrait causer cette partie-là. Et c'est un Ouais, grand avantage pour le dossier dans lequel tu pour ton dossier. Lui, ouais. il dit, je suis à l'UCAD en Master 2. Et alors, j'aimerais demander si je peux postuler en Master 1. Et j'ai également une formation professionnelle en transport et logistique en BTS. Alors, pensez-vous que je peux postuler pour la géographie, pour le transport, la logistique, la licence 3? Donc, je te laisse répondre. Il y a Ousseinou Diatta qui nous a posé la question, c'est dans le chat. Attends, je vais lire. Voilà, tu peux regarder la C'est question. un alors, j'aimerais demander si je peux postuler en Master 1. Et je suis également une formation professionnelle en transport et logistique en BTS2. Alors, pensez-vous que je dois postuler pour la géographie ou pour le transport en logistique en licence 3? Alors, pour la Turquie, tu ne peux pas postuler pour la licence 2, 3 ou 4 parce que là-bas, eux, la licence, c'est 4 ans, c'est pas 3 ans. Donc, c'est soit tu postules pour la licence, la première année, ou le master, première année. Donc, je pense que toi, dans ton cas, tu dois postuler pour le master 1. Donc, master 1, tu reprends le master 1, quoi, automatiquement. Et aussi, il faudra le préciser, c'est en fonction des informations sur tes formations, parce que je vois que lui, il dit qu'il veut faire un master, je pense, un en je pense c'est en géographie ou quoi. Donc, la Ton formation que master tu 2, veux, là, c'est en géographie ou c'est en transport? Je n'ai pas bien compris. attends, tu peux postuler en master 1, et si j'ai également une formation professionnelle en transport logistique, je n'ai pas compris trop ce qu'il veut dire là. Tu n'as pas précisé ta formation au master Tu à veux l'UQAD? faire quel master en Turquie, en géographie, voilà. Il dit master 2 en Oui. géographie. Ah, Bon, ok, master 2 en géographie. voilà, je pense que là, c'est bon. Hum, alors, je pense que transport, logistique, je pense qu'il serait mieux de postuler en géographie, quoi. Parce que je suppose que la formation au master, déjà tu as master 2, ça veut dire que tu as déjà fait un master 1 en géographie. Voilà, Donc, on suppose que cette formation est beaucoup plus valorisante par rapport à un BTS. oui. Donc, c'est mieux de postuler, de continuer en géographie, quoi. Mais si toutefois tu veux faire le transport, il faut juste que tu expliques ça dans tes motivations, en fait. Et aussi ton projet. Tu vois, en fait, il faut justifier tout ce que tout le changement que tu comptes faire. Il faut que ce soit cohérent. Ton projet soit cohérent, tes choix soient cohérents, tout soit cohérent. Donc, mais moi, je conseillerais de continuer en géographie. Mais si tu penses que tu es beaucoup plus intéressé par le transport et logistique, pourquoi pas postuler en transport et logistique au master? Voilà. Alors, je pense qu'il a répondu à ta question. Il y a quelqu'un d'autre qui a posé la question à savoir, pour les critères d'admissibilité pour les diplômés, on dit pour maîtrise, on a mis 70%. Ces 70% veut dire quoi exactement? C'est dans les critères, Alors, hein? hmm, ouais, j'ai mentionné, j'ai mentionné. 70%, en fait, ça veut dire, supposons que, par exemple, à l'université de Sekanta Diop, la note, c'est sur 10. Donc, ici, ils disent que ça veut dire que là, tu dois avoir 7 sur 10 de moyenne. C'est-à-dire 70% de la moyenne, quoi. Ok. La plus élevée. Donc, c'est-à-dire que tu dois avoir 7 sur 10. C'est un critère. Mais ça ne veut pas dire que si tu as une moyenne en dessous de ça, tu ne peux pas être sélectionné. Tu peux avoir 5 sur 10 avec une très bonne lettre de motivation, un très bon projet, et être sélectionné par rapport à quelqu'un qui a 8 sur 10, mais qui n'a pas un très bon projet. Son projet, il parle de n'importe quoi, rien n'est cohérent, rien n'est clair, ou bien son CV n'est pas bien soigné. Donc, ce n'est pas forcément un critère de exclusif, je veux dire quoi, qui peut exclure quelqu'un. Ok, je pense que Alassane, donc, il a bien répondu à ta question. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Je vois, il dit, et pour les doctorats, combien d'années? Voilà, lui, il dit pour les doctorats, il y a combien d'années? Je pense que c'est pas. Le doctorat, c'est une année de langue. Ça, elle est commune à tout le monde. Mhm. Après, c'est 3 ans. Ok, donc, je pense que tu as dit pour la licence, ça va être 4 ans. Tu as dit une année de Oui. langue turque plus 3 années de formation. Et Non, aussi, non, non. comment? Une année de langue turque, elle est commune à tout le monde. Ok, Après, il y a 4 ans de licence. waouh,
4 ans de licence. Donc, c'est 5 ans pour la licence Ouais, au total. ça sera 5 ans au total, quoi. Ok. Parce que moi, Ouais. j'avais déjà Le master, comptabilisé. Le master, c'est combien? une année de langue et 2 années de master. Ah oui, c'est ça, je vois. Le Donc, doctorat, une année de langue, 3 années de doctorat. ok, 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 super. Donc, je pense que c'est très intéressant. Et moi, je vais juste te poser une question. Toi, Oui, de ton dis-moi. point de vue, par rapport à la langue turque, est-ce Mhm. que c'est facile de parler la langue turque? Est-ce que c'est commun? Je pense que c'est quelque chose que nous, en Afrique de l'Ouest ici, souvent on apprend des Mhm. langues comme l'espagnol ou bien l'anglais la plupart du temps, ou bien Mhm. le portugais ou bien l'allemand. Mais je vois Mhm. rarement des écoles où on demande aux gens d'apprendre, par exemple, d'apprendre le turc. Est-ce que tu penses que c'est facile d'apprendre cette langue-là? Hmm. En fait, dans les écoles, on n'apprend pas la langue turque, pas parce que c'est difficile ou facile, c'est parce qu'avant la Turquie, c'était un pays fermé, quand il n'y avait pas de coopération avec les autres pays. Oui. Donc, aucun pays s'intéressait à la langue turque. Mhm. Parce que tu rencontrais pas un Turc dans un pays africain, en fait. Oui. Mais là, actuellement, vu qu'il se déploie de plus en plus en Afrique, actuellement en Guinée, il y a plein d'écoles turques. Ça s'appelle l'école Marif. Mais c'est une langue qui n'est pas très, très facile, ça, je vais vous l'avouer. Mais l'avantage est que pour les francophones, la lecture, elle est commune. Le turc, quand on écrit un mot en turc, tu peux le lire en français. C'est aucune différence. Du moins, je suis arrivé le premier jour, je savais lire déjà. Je savais lire. À part quelques alphabets, ils ont un G qui est muet, on ne prononce pas. Donc, je pouvais lire, mais je lis, mais je ne comprends pas. Après la révision, tu révises, tu travailles. Il y a beaucoup d'outils aussi. Il y a des bibliothèques qui sont ouvertes 24 heures sur 24 dans certaines universités ou certains campus. Tu dois le travail réviser. Donc, c'est une langue. Toutes les langues. Ils sont Après une communs. nouvelle langue, je vais dire, n'est pas facile. Oui, c'est ça. Donc, il faut du courage, il faut se mettre à fond, étudier, réviser, aller communiquer avec des gens, aller parler. Il ne faut pas s'isoler, aller parler aux gens et tout ça. À l'école aussi, s'efforcer, participer. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas être timide. Et ça va le faire. Je disais que moi, je suis arrivé, je ne connaissais absolument rien, mais à la fin de l'année, j'avais vraiment appris beaucoup de choses. Ok, bon, je pense que je vais revenir sur une question que quelqu'un d'autre Ouais. aussi a posée dans le chat, à savoir Ok. que lui, bonsoir. S'il vous plaît, posez toutes vos questions dans le chat directement. Ça va nous permettre de, voilà, de ne pas trop bavarder et on va mieux se comprendre, je pense. Il dit bonsoir, je suis étudiant en licence, soit en économie et finance à l'UCAD et des sons à l'UGLC de Symphonie. Voilà, Symphonie à Conakry. Et mon âge ne me permet pas de postuler pour la licence. Alors, est-ce possible de postuler pour le master n'ayant pas fini la licence? Ouais, c'est la question d'Amadou. Oui. Ouais, je pense qu'il est dans mon cas avant. Moi D'accord. aussi, j'étais en licence 3 en économie à Symphonia. J'ai postulé au master avec mon relevé de la L1 et de la L2. Oui. Donc, tu peux postuler pour le master. Tu n'as pas besoin de rétrograder, recommencer la licence. En plus, la licence, c'est 4 ans. Tu vas perdre 5 années avant de faire le master. Je ne veux pas dire que c'est un retard, mais c'est pas quand même logique, quoi, je veux dire. Donc, tu peux postuler pour le master directement. Tu as L3, tu as ton relevé de la L1, L2, tu postules avec ça pour le master, avec un très bon projet et une très bonne démotivation, ça va le faire. Nous, c'est avec ça, mon ami et moi, nous avons postulé, on a été retenus. Ok. Vous avez fréquenté la même université ou bien vous étiez apparenté? Non, non, différent, il était dans notre ville, moi, il était en master économie, moi j'étais en master économie finance. Oui, je vois, je vois. Ok, il y a deux questions très importantes, je pense, qui arrivent ici. Celui-là, Oui. il dit, comment avez-vous fait pour rejoindre Paris? J'aurais terminé par ça, mais moi, je vais enchaîner pour te demander, tu as fait combien de temps en Ouais. Turquie? Tu as fait d'abord combien de temps en Turquie avant d'aller à Paris? Et comment tu as fait pour aller à Paris? Ok. Moi, quand je suis arrivé en Turquie, j'avoue, la langue, au début, c'était pas facile. Donc, je me suis dit que la langue, pendant 5 6 mois, je peux apprendre, parler avec des gens, communiquer avec tout le monde, dans la rue. Si j'ai besoin d'aller faire des courses, tout ça, je peux communiquer avec des gens. Mais je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'avec le peu que je vais apprendre en 7 ou 8 mois, va me permettre de suivre mes cours en master?
de pouvoir aller lire les documents en économie, en finance, comprendre les termes économiques, les termes financiers comme il le faut, faire des recherches, alors que tous les documents sont en turc. Je me suis dit que ce ne sera pas évident, ce sera vraiment une casse-tête. C'est là que j'ai commencé à penser à trouver une solution. Je me suis dit pourquoi pas voir ailleurs quoi. Donc c'est là que j'ai entrepris des démarches pour la France. J'ai appris par rapport à une autre bourse qui existe, qui s'appelle la bourse FL. J'ai postulé, ils m'ont accepté cette bourse aussi. Donc l'année suivante, je suis venu en France, précisément à Paris. Excellent. Donc, je pense que ça, tu viens de répondre Mais j'avais des amis qui sont restés, qui ont fini leur licence là-bas et leur master. Bon, leur master, leur licence, ils n'ont pas encore fini. Mais j'ai des amis qui sont restés, qui ont fini leur master. Excellent. Donc, vous avez vu, les gars, pour le choix, faites très attention. Parce que je pense que Lamaran a été très intelligent. Vous savez, dans la vie, il faut toujours avoir un projet dans la tête, ou bien avoir vraiment une idée de ce que tu vas faire. Il a été très réfléchi en tout temps en se disant que, par exemple, lui, si aujourd'hui devrait faire toutes ses recherches dans cette langue-là, comment ça allait se passer? Je pense que c'est une très bonne réflexion que les gens peuvent se poser, à savoir, voilà, une fois. Mais bon, et tout dépend aussi de la personne, ou bien des sens, ou bien du projet d'études derrière. Mais je pense Ouais. que le fait d'être curieux, le fait qu'il soit curieux, lui a permis vraiment, lui a ouvert d'autres opportunités. OK? En plus, je voulais mentionner que venir en Turquie, Mhm, c'est très bon, c'est un avantage. mhm. Parce qu'une fois en Turquie, tu as beaucoup de portes qui vont s'ouvrir à toi. Ouais. Une fois là-bas, une fois sur place, s'ils trouvent que tu n'es pas à l'aise avec ce que tu vis, tu trouves que la langue est très très compliquée pour toi, tu peux entreprendre soit Campus France, soit Campus Canada. Là-bas, c'est beaucoup plus facile de trouver une admission pour la Canada ou la France et d'avoir le visa beaucoup plus facilement, quoi. Ok, donc si je comprends, c'est l'octroi de visa quand tu es en Turquie, c'est beaucoup plus facile de voyager dans d'autres pays que quand tu es en Afrique. Ouais, globalement, ouais, beaucoup plus facile. Ok, je vois. Maintenant, je peux te poser une autre question, s'il te plaît. Est-ce que tu peux, par exemple, une fois en Turquie, tu peux voyager dans d'autres pays, peut-être frontaliers de la Turquie? Attends, je peux voir sur ma carte. Quel autre pays, par exemple, est-ce qu'on peut se déplacer pour aller? Parce que souvent, les gens se posent cette question. Est-ce que la Turquie, c'est un pays européen? Est-ce que c'est un pays asiatique? Moi, je trouve que c'est un pays qui Mhm. est au bon milieu. Est-ce qu'on peut voyager dans Mhm. d'autres pays? Si oui, peut-être dans les pays limitrophes de la Turquie, quels sont les pays dans lesquels on peut peut-être trouver d'autres opportunités de nous déplacer et voyager? Par exemple, il y a la Roumanie qui est frontalière à la Turquie, il y a aussi le Chypre, mais c'est des pays, je ne me suis pas trop renseigné là-dessus. Par contre, le Chypre, je pense que tu peux aller là-bas sans demander de visa. Mais la Roumanie, par contre, Il y a il les te deux. faut du visa, il faut demander un visa. Il y a la Géorgie, la Bulgarie, il y a même la Grèce qui n'est Ouais, pas. il te faut un visa. Pour la Grèce, les autres, la Bulgarie, la Géorgie, il te faut un visa. Ok, ok, je vois. Ouais. Je vois, je vois, je vois. Donc ça, c'est très important pour ceux qui pensent que, Parce que voilà, tu n'es pas une fois turc, qu'on... tu es sénégalais ou tu es guinéen, Mhm. tu as juste un titre de séjour valable pour la Turquie. Ça ne te permet pas de voyager dans d'autres pays. Si tu veux voyager dans notre pays, il faut que tu fasses une demande de visa auprès de l'ambassade de ces pays. S'ils t'accordent le visa, tu voyages avec ton passeport guinéen ou sénégalais. Excellent, excellent. Je pense que ça, c'est bien répondu. Parce qu'on voit qu'il est limitrophe avec pas mal d'autres pays de l'Union européenne, tels que la Roumanie, et Mhm. la Bulgarie, on voit aussi la Hongrie, tous ces pays-là. Mhm. Donc, on voit que Ouais, c'est très frontalier avec ces pays-là. Donc, ça, c'est notre ouais. avantage. Donc, je vais vérifier. Voilà, il y a lui là qui pose une question. De quoi parlez-vous aussi de la religion? Je pense que de nous parler. Voilà, lui, il demande de nous parler de la religion. C'est quoi la religion en Turquie? Et je pense que... Euh, Bon, à ce niveau, la Turquie, c'est un pays de culture musulmane de base. Même si, je le disais tantôt, actuellement, ça a tendance à, disons, ils ont tendance à perdre leur culture, à être de plus en plus européenne. Mais la Turquie, de base, c'est un pays de culture musulmane, quoi. Partout, il y a des mosquées, tu peux prier. Même Ok, dans les universités, il y a des salles de prière. Nous, on avait une salle de prière. Dès que l'heure de la prière arrive, on fait la pause, tout le monde part prier. Après, on revient, on recommence. Les vendredis, les mosquées sont là, tu peux aller prier. Même dans les dortoirs aussi, il y a les lieux de prière pour les femmes, il y a aussi les lieux de prière pour les hommes. Même les dortoirs aussi, c'est pourquoi les dortoirs, ils ont mis les hommes à part, les femmes à part. ok. Donc, tout s'explique, quoi. Ouais, Par ouais, contre, ouais. ici en Europe, tout est mélangé.
Mais Oui. là-bas, c'est les hommes en dortoir à part, les filles aussi en dortoir à part. Ok, Donc la religion, il n'y a pas de souci là-dessus. Là-bas, tu peux pratiquer la religion sans aucun souci. ok. Si tu veux, tu peux prier toute la journée, personne ne va te déranger. Donc, sur le formulaire, je pense, de la demande de bourse, j'ai vu quelque part où on a précisé, il y a plusieurs types Mhm, d'islam, hein, mais peut-être c'est une information que je vais rajouter. La Turquie, mhm, c'est beaucoup, ils pratiquent beaucoup l'islam sunnite. mhm, L'islam sunnite, ils sont à 90% en islam sunnite. Bon, il y a des chiites, je pense qu'il y a autre chose, mhm, mais ils sont plus sunnites, quoi. Donc, l'islam, c'est la religion la plus pratiquée en Turquie. mhm. Voilà. Ouais. Donc, ça, c'est très important de comprendre ça aussi. Si on est musulman, donc c'est aussi un autre avantage. Lui, il dit que je suis un diplômé en comptabilité et management. Oui, la question c'est où maintenant? Tu peux postuler, je ne sais pas si c'est en licence ou en master, mais tu peux postuler. On dit, y a-t-il une possibilité Un master, d'avoir, si le diplôme c'est le master déjà, c'est le lui il dit, y diplômé. a-t-il une possibilité d'avoir la nationalité turque et pour les étudiants? Voilà, ça je te laisse répondre, moi je ne sais pas. Je n'ai pas compris la question. La question c'est de savoir est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir la nationalité turque? Ah, la nationalité turque. Hmm, Ah non, c'est pas possible. C'est hyper compliqué d'avoir la nationalité turque. ouais. C'est hyper compliqué. Je pense que lui il veut déjà Parce que prendre. Mhm, même après les études, oui, même après les études, c'est difficile de trouver du travail. Parce qu'ils sont très internationalistes. oui. Ils n'aiment pas trop se mélanger avec les autres. Donc, c'est pas évident d'avoir la nationalité turque. C'est pourquoi je conseille à tout le monde postuler, postuler, postuler. Mais une fois sur place, commencez déjà à préparer l'après-bourse. Ou bien commencez à tenter des chances pour la France, le Canada, les États-Unis. Ne restez pas là à compter uniquement sur la bourse, sur la Turquie, quoi. Donc, ayez des ambitions plus élevées pour aller voir ailleurs. Oui, oui, je vois. Donc ça, c'est très important. Ok, donc il y a lui-même qui dit que dans la sens de... Bon, j'ai pas compris la sens par rapport à quoi. Ici, il n'y a pas de sens, hein, c'est le travail d'abord. Le travail après la sens vient derrière. Je pense que les histoires de sens là, c'est compliqué, mais il faut comprendre, c'est un travail qui est bâti derrière, tout un projet, tout un système qui est déjà préparé. C'est-à-dire, tu ne peux pas te réveiller un jour et dire, voilà, tu vas postuler comme ça. Donc, il faut préparer tout. Donc, sachez qu'il y a la même bourse est octroyée pour la Roumanie aussi, hein. La Roumanie aussi a une bourse complète, 100% financée par le gouvernement Ouais. turc. Je pense que j'en avais parlé à un moment donné. Et moi-même, j'avais Gouvernement postulé. roumain. Voilà, j'avais postulé, mais mon passeport avait un délai, avait une expiration de moins de 6 mois. Donc, finalement, on a reçu le résultat. Moi, je n'ai pas été sélectionné. Mais après, la bourse, elle est là, hein. Quand elle sera de nouveau, je vais aussi partager pour ceux qui seront intéressés. Donc, lui, il dit que j'apprends actuellement la langue turque et j'ai un niveau B1 actuellement en turc. Bon, c'est bien déjà. Donc, lui, il C'est dit, un gros avantage. ouais, c'est un gros C'est un gros avantage. avantage. J'ai une Ouais. moyenne de 80%. Est-ce que j'ai la chance pour être obtenu l'admission dans les grandes universités? Et je veux savoir si possible de commencer le master sans recommencer à apprendre la langue turque et j'ai un niveau C1. Non, je pense que c'est obligatoire hein, pour tout le monde. Ça fait partie déjà des critères. Ça fait partie des conditions. Une année Mhm. obligatoire de langue turque pour tout le monde. Et je pense que même si tu as déjà appris la langue turque, le fait que quand tu pars en Turquie, c'est aussi un autre avantage pour toi. D'en apprendre encore plus, c'est-à-dire où les gens parlent même la langue directement. Je pense que c'est un autre Oui, avantage. mais lui, son cas, il est un peu spécial. Ok. Là, si ça trouve que tu as déjà la langue, as déjà appris la langue turque et que Mhm. tu as un niveau C1 certifié avec un certificat Voilà. reconnu par la Turquie, tu seras pas obligé de suivre la langue Ah, turque, ok. quoi. Une fois sur place, Oui. tu commences directement ton master, directement. Et aussi, Excellent. avec tes 80% de moyenne, je pense que tu as un gros avantage par rapport à beaucoup de candidats. Ok. Tu as la chance d'avoir l'admission dans des grandes universités comme celle d'Istanbul, celle d'Izmir ou d'Ankara. Donc, c'est un avantage d'avoir une moyenne très très élevée. C'est toujours un avantage. Donc, Ok. je Je vais pense que essayer toi, de voir. tu es parti pour être lauréat hein, avec déjà un niveau C1 en turc et 80% des moyennes. Il faut Mhm. juste bien rédiger tes documents. Je pense que tu pourras avoir la bourse. Excellent, excellent. Donc, je pense que lui, là, je vais lui répondre. Il a dit que la bourse est-elle disponible actuellement? Oui, la bourse, elle est ouverte depuis le 10 janvier jusqu'au 20 février. Donc, pour toutes les Oui, personnes qui sont intéressées, écrivez-moi directement après ce message, après ce live-là. Je laisse mon numéro et ça va me permettre de vous aider et de vous apporter plus d'éclaircissement. c'est ça.
Il y a quelqu'un qui veut parler là, je crois que c'est Tierno Abdurrahman. Tu peux activer le micro. Abdraman, vas-y. Et bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Tcherno Abdurrahman Diallo. Ok. Bon, moi, en ce moment, je suis au Sénégal. Je suis un étudiant en BTS, en formation professionnelle. Je fais réseau et sécurité informatique. Maintenant, en ce moment, je suis en deuxième année. Je vais terminer la formation cette année, vers le mois de décembre. Mais est-ce que c'est possible, par exemple, je continue là-bas en licence professionnelle, mais en licence L3 professionnelle, quoi, licence pro? Ou bien, quels sont les trucs que je peux continuer là-bas? Mais en réseau et sécurité informatique, même la cybersécurité, tout ça, je peux faire. Ok. C'était ça ma question. C'est bon? T'as fini? Oui, oui. Ok. Tout à l'heure, je disais qu'en Turquie, quand tu postules, tu ne peux pas aller faire une formation à moitié en fait. C'est soit tu fais la licence, tu commences de la L1 jusqu'à L4, ou le master M1, M2. Du coup, toi, ton cas, vu que tu as déjà en deuxième année de BTS, là, il faut que tu repostules pour la licence. Tu recommences en L1, L2 jusqu'en L4, puis le master. Tu ne peux pas postuler, mais je pense que les 2 années aussi ne suffisent pas pour que tu postules le master. Parce que il faut postuler le master en Turquie, il faut minimum que tu aies, je pense, 160 crédits, disons 3 années d'études à licence. Donc là, toi, tu peux postuler qu'en licence. La licence 1, 2 jusqu'en 4. Euh, donc, ça veut dire si aujourd'hui je m'inscris en licence, par exemple en informatique, je dois aller d'abord faire 1 an de langue et 4 ans Oui, encore de licence. oui, c'est ça. Ah, ok, parce que moi, je croyais que peut-être il y avait une autre solution comme l'L3, il y a ce qu'on appelle les licences professionnelles, L3. Non, non. Toutes les formations qui sont éligibles à la bourse sont des formations universitaires, ce pas des formations professionnelles. C'est les universités. Ah, Que ce soit une licence ou un master. bon, merci beaucoup. C'était ça que je voulais savoir. C'était la question que j'ai. Parce que en ce moment, j'ai pas encore eu 20 ans d'abord. J'ai pas encore eu 20 ans. J'ai 19 ans pour le moment. Donc ça va, J'ai tu postules 20 pour ans la moins. licence. Et je pense que tu Le moins as de aussi 20 plus ans. de chances d'être retenu avec tes 2 années de BTS et ton bac. Tu as plus de chances d'être retenu pour la licence. Et tu as moins de 21 ans aussi, donc ça va, c'est un avantage. Tu es dans, disons, tu es dans l'intervalle. Maintenant, et pour l'après, par exemple, après, quand je vais aller là-bas, au moment où je fais les 1 an, par exemple, pour apprendre la langue, est-ce qu'il y aura une possibilité de postuler, par exemple, au Canada ou bien en France? Comment là-bas Oui. ça va se passer après? Une fois là-bas, quand tu as ton titre de séjour, tu pourras postuler avec ton passeport, avec tes documents du Sénégal. Tu peux postuler pour la France, pour le Canada, tu pourras postuler. C'est possible. Ok, merci beaucoup. Merci, c'était ça ma question. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question, s'il vous plaît? Lui, il dit, s'il vous plaît, pour les Guinéens qui vivent ici au Sénégal, il postulera sur le compte de la Guinée ou celui du Sénégal? La finalisation en cas de retien. Oui, non, tu postules parce que tes études sont au Sénégal, tu postules au Sénégal. Par exemple, là, après, je vais même poser la marane à la question parce qu'il faudrait aussi comprendre quand vous obtenez la bourse. Après, c'est pas fini. Il y a des, donc, je pense qu'il y a une partie où vous devrez, je sais pas, légaliser ou je sais pas, comment on appelle même. Il y a une partie, il y a un terme que j'oublie là. Donc, la marane, est-ce qu'après avoir obtenu la bourse, comment est-ce qu'on doit préparer nos dossiers exactement? Si toutefois on est sélectionné, et comment on doit préparer notre entretien, comment on doit préparer les dossiers pour le visa. Et aussi, je vais rajouter, est-ce que les billets d'avion qu'on doit payer là, on va t'envoyer le billet payé ou bien on va t'envoyer l'argent pour acheter le billet? Ça, c'est ma question. Ou bien c'est une fois, toi tu payes le billet, une fois là-bas on te rembourse le billet. Parce que ça aussi, c'est une question que, voilà, beaucoup de gens se posent. Alors, d'abord, quand tu es retenu pour la bourse, ils vont t'envoyer une lettre d'attribution de bourse que toi-même tu dois signer. Après, tu dois aller à l'ambassade. Si tu es, en Guinée, à Conakry, si tu es en Guinée, il faut que tu viennes à Conakry. Tu pars à l'ambassade de la Turquie en Guinée. Ils vont signer, ils vont cacheter la lettre d'attribution de bourse.
Et après ça, maintenant, il y a des documents qui demandent de légaliser. Le diplôme relevé, tu vas légaliser au ministère des Affaires étrangères. Donc si c'est en Guinée, tu le fais. Au Sénégal aussi, tu le fais. Après ça, maintenant, quand tu fais tout ça, tu scannes les documents, tu insères dans ton compte. Tu les envoies. Quand tu les envoies, il fait tout, tout est OK, tout est correct. Donc, ils vont savoir qu'il est toujours intéressé par la bourse. Parce que c'est peu que, entre le temps de postulation jusqu'au résultat, tu as renoncé à la bourse ou bien à une autre opportunité, tu as renoncé. Donc, le fait de signer la convention, l'arrêt d'attribution des bourses, d'égaliser le document, de mettre dans le système, va prouver que tu es toujours intéressé par la bourse. Donc, quand ils vont recevoir le dossier, ils vont les valider dans le système. Si tout est fait comme il faut, ils vont valider. Après, quand ils valident, ils vont te dire de patienter. Quelque temps après, ils vont t'envoyer le dortoir où tu seras installé. Et quelque temps après, ils vont t'envoyer le billet d'avion. Ils ne vont pas t'envoyer de l'argent pour que tu aies ton billet d'avion. Mais parfois, il y a des cas exceptionnels. Il y a parfois des lauréats qui attendent très très longtemps avant qu'ils n'aient pour recevoir leur billet. Donc, ils demandent, parce que tu peux communiquer avec eux par mail, tu écris dans le système, ils te répondent. Tu demandes, est-ce que je peux acheter mon billet? Je pars en Turquie une fois, ils me remboursent. Ouais, parfois c'est possible. Surtout que tu veux aller beaucoup plus vite, tu payes ton billet, tu pars. Une fois sur place, ils vont te rembourser. Mais généralement, ils envoient les billets à tout le monde. Tout le monde. Ok. Je peux poser une autre Et question. un Guinéen qui est au Sénégal, tu peux être au Sénégal, tu postules. Jusque pour l'entretien, tu mets Dakar, parce que tu vis à Dakar, donc tu passes l'entretien à Dakar. Et aussi le visa, tu vas les demander des visas en étant à Dakar, à l'ambassade de la Turquie Voilà. à Dakar. Exactement. C'est un peu ça. Donc, merci beaucoup. Maintenant, est-ce que je pourrais poser une autre question? Parce que souvent, ça revient encore, souvent dans les chats. Parce qu'on me dit, demande, est-ce qu'il y a des frais qu'on doit payer une fois à l'ambassade? Est-ce qu'il y a des frais qu'on doit payer à Hum, l'ambassade? euh, nous, à notre époque, à l'ambassade, non, on n'avait rien payé. On est arrivé, on a juste présenté, on a dit qu'on est lauréat de la bourse, parce qu'ils sont déjà habitués chaque année de lauréat chaque année. Donc, dès que tu viens de dire que tu es lauréat, ils vont récupérer vos lettres d'attribution et tout, ils vont aller signer et cacheter et vous remettre. C'est juste la légalisation qui est payante au niveau du ministère des Affaires étrangères de la Guinée qui est payante. Je ne sais pas pour le Sénégal, mais en Guinée, nous, on avait payé la légalisation des documents. Ok, donc on doit légaliser les documents, c'est-à-dire les documents du bac ou bien tous les documents. Ouais, quand tu légalises tous les documents, maintenant, tu déposes tous les documents. Il y avait, comment je vais dire, il y avait un service affilié à l'ambassade qui recevait tous les dossiers de demande de visa. Quand tous les documents sont au complet, tout est légalisé, tout est bon, tu as sur le document qu'il demandait, tu envoies, tu déposes au niveau de cette structure. C'est maintenant ça à elle de transmettre le dossier à l'ambassade avec ton passeport. Ils vont vérifier tout est conforme. Ils mettent le visa. Un jour ou 2 jours, 3 jours, 4 jours maximum, ils vont te rappeler, tu viens de récupérer ton passeport avec le visa. Ok, pardon, mais j'ai pas un peu compris. J'aimerais que tu reviennes un peu sur les documents qu'il faudrait légaliser. Parce que, par exemple, au Sénégal, Mm. moi, j'ai un ami qui est parti au Maroc. Je suis allé légaliser ce dossier, mais ça a pris énormément de temps. Parce que, par exemple, Mhm. si tu as fait le bac en Guinée, il faudra amener, par exemple, ton bac, ce qui est là. Dès que tu vas d'abord aller authentifier ton diplôme au niveau Ouais. de la direction de l'enseignement supérieur à Diamniadio. Une fois là-bas, Mhm. maintenant tu reviens au ministère des Affaires étrangères. Maintenant, avant ça, Mhm. d'abord, ils vont amener ton bac là, le bac que tu as fait en Guinée pour authentification. Moi, c'est cette procédure-là, je demande, d'habitude, ça a pris combien de temps? Bah, nous, en tout cas, ça avait pris, je crois, 4-5 jours. Wow, ça a été 4-5 rapide. jours. Ça a été rapide. Ouais, nous, ça a pris un peu de temps quand même. En plus, normalement, ça devait prendre beaucoup plus de temps, mais on a un peu mis la pression sur le monsieur disant qu'on est lauréat, donc on a vraiment le document là le plus tôt possible. Donc, ils ont compris notre détresse. Donc, ils ont un peu accéléré notre dossier parce qu'ils ont beaucoup de documents à légaliser. Donc, ils ont légalisé nos documents des lauréats beaucoup plus vite. Mais je pense que c'est tout ce qui est relevé de notre. En fait, c'est un dossier académique, c'est de prouver que c'est pas des documents falsifiés ou fabriqués ou saisis dans un cyber, quoi. Des documents authentiques qui prouvent que réellement tu les obtiens dans une institution reconnue par l'État et valide et reconnue, quoi. Donc c'est pourquoi ils demandent de légaliser les documents tout et tout. Ok, tu peux revenir sur ces documents-là. C'était quoi et quoi ces documents?
Bah, nous, c'était le relevé, le diplôme du bac, le relevé de la L1 et de la L2. Bon, parce qu'on n'avait pas notre relevé de la L3. Mais pour ceux qui ont fini le master, ce sera le bac, relevé de la L1, L2, L3. Si tu passes au doctorat, relevé du master 1, 2, diplôme. Et aussi peut-être, je sais pas, certificat de fin d'études, ainsi de suite. En fait, c'est tous les documents académiques dont tu as besoin pour postuler. Il va falloir que tu les légalises. Excellent, 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 excellent. Donc, je pense que c'est très, très bien précis, c'est très bien expliqué, et ce qu'il nous dit. Donc, je pense que les gars, je vois aussi Mohamed Lamaran a levé la main. Mohamed Lamaran, vas-y, tu peux activer ton micro. Les autres aussi, s'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas, si vous le voulez, poser directement les questions dans les chats. Et comme ça, voilà, il va directement nous répondre. Allez-y. Donc, Mohamed Lamaran, tu peux activer ton micro. Bonsoir à tout le monde, moi c'est Mamadou Lamarana Diallo, je suis étudiant en économie ici à l'ICAD. Bon, ma question est la suivante, est-ce qu'après admission, il y a une visite médicale qui est demandée ou pas? Ouais, ouais, tu as bien fait de me poser cette question. Ouais, il demande une visite médicale. En Guinée, on a passé une visite médicale, des prises de sang et tout, pour voir si tu avais une maladie contagieuse et tout, vite fait, quoi. Mais c'est pas un truc, je veux dire, très, très contraignant. C'est vite fait, quoi. Tu vois, tu fais une prise de sang, le lendemain, tu viens de récupérer les résultats. Si tu n'as aucune maladie, si tout est positif, allez, tu vas les légaliser. Ça aussi, il faut légaliser aussi. Ouais, je pense, ouais. On avait légalisé le document des résultats. Tu légalises ça auprès du ministère des Affaires étrangères ou bien à l'institution qui est chargée de cela. Après, tu n'y as pas à l'ambassade aussi, tu légalises, ainsi de suite. En fait, je précise que tous les documents légalisés au ministère des Affaires étrangères ou bien au ministère de l'Enseignement supérieur par ton pays, après, quand tu légalises là-bas, il faut que tu renvoies à l'ambassade. L'ambassade aussi légalise. L'ambassade ne légalise pas un document s'il n'est pas légalisé par l'institution chargée, l'institution de votre pays qui est chargée de légaliser le document. Donc, il faut que, par exemple, le ministère des Affaires étrangères légalise le diplôme. Après, par la suite, on les envoie à l'ambassade. L'ambassade le légalise. Donc, ça prouve que le document, il est reconnu, il est valable, il est correct. Il n'y a pas de problème. C'est un document authentique. Après ça, maintenant, tu le scannes, tu mets dans ton système. D'accord. C'est la légalisation aussi. Est-ce que nous, par exemple, Guinéens qui sont au Sénégal, on est obligé, il faut qu'il y ait obligatoirement la légalisation par le ministère des Affaires étrangères. Par exemple, moi à l'ICAD ici, je peux avoir un document légalisé ici à l'ICAD. Mais est-ce que cette légalisation aussi sera assurée? Bah oui, je pense oui. Je pense, quand tu es à Dakar, tu te réfères aux institutions chargées de légaliser le document académique. Je pense qu'il y a, comment je vais dire, il y a cette coopération-là entre la Guinée et le Sénégal. Si le diplôme guinéen doit être légalisé au Sénégal, peut-être qu'il y a une institution qui est chargée de cela, non? Donc tu parles là-bas, tu légalises. Maintenant, c'est à eux de vérifier est-ce que le diplôme que tu les as montré venant de la Guinée, est-ce que c'est un diplôme valable ou bien c'est un diplôme falsifié. Ils vont vérifier si il est authentique, ils vont légaliser. Quand ils légalisent, après quand tu envoies à l'ambassade de la Turquie au Sénégal, ils vont légaliser. Donc, je peux juste rajouter par rapport à la question qu'il a posée. Actuellement, j'ai des documents que j'ai déposés, ça fait maintenant plus de 6 mois. Ça fait depuis 6 mois. J'ai envoyé mes diplômes de licence et de bac pour authentification. Parce qu'avant de légaliser d'abord, l'État du Sénégal va authentifier tes documents. Et ça, l'authentification, c'est fait au niveau de la direction de l'enseignement supérieur à Diamniadio. C'est là-bas qu'ils vont amener ça à l'INRAP de Guinée pour valider d'abord, pour certifier ton diplôme du bac, avant d'authentifier ça au ministère des Affaires, comment on appelle, au ministère de l'Enseignement supérieur. Et une fois là-bas, tu amènes maintenant au ministère des Affaires étrangères. Le processus, il est vraiment long et compliqué au Sénégal. Je ne sais pas pour en Guinée. Donc, ce que moi, je conseillerais, si tu es retenu, c'est mieux d'aller en Guinée, quoi, faire ça là-bas. Voilà. Maintenant. Là-bas, une fois sur place, tu passes à le ministère des Affaires étrangères avec tes diplômes et tes relevés. Tu les envoies là-bas. Tu dis que tu es lauréat de la bourse turque. Tu veux regarder les documents. Tu déposes. Tu payes à ce qu'il y a payé. 3 à 4 jours, tu vas venir récupérer le document. Tu pars à l'ambassade, tu légalises vite fait. C'est mieux de faire toute cette démarche-là à Dakar, quoi. Parce que ce sera une course contre la montre. Tu n'auras pas plus de 3 semaines pour faire toute la procédure consulaire.
Donc là, pour ceux qui sont au Sénégal, déjà, il y a quelqu'un qui a posé une bonne question, à savoir cette légalisation s'est faite avant de postuler. Bon, si vous pouvez préparer ça avant, ça sera mieux. Mais Non, c'est après, c'est après. voilà, Lamarana a tout à l'heure précisé quelque chose ici. Par exemple, il y a d'autres documents qu'il faudra ajouter. Il y a, comment on appelle, le carnet de santé. Il faudra aussi légaliser. Donc, ça, c'est très important. Comme je vous ai expliqué, au Sénégal, comme la procédure est longue, il faut déjà commencer ces procédures-là pour légaliser. Même si ce n'est pas pour la Turquie, même pour le Maroc, je pense que c'est pareil. Il faudrait légaliser tout. Je pense pour la Roumanie, la Russie, c'est pareil aussi pour ces procédures-là. Donc, il faudra légaliser vos documents et avoir ce papier-là à côté de vous. C'est très important. En tout cas, ici, absolument. La procédure, elle est très lente. Très lente. Parce que moi, jusqu'à présent... Donc, c'est mieux d'anticiper. Voilà, c'est mieux d'anticiper. Actuellement, je dois même aller aussi retenir à la direction à Diamniadio pour pouvoir récupérer pour savoir est-ce qu'ils ont contacté l'INRAP. Je pense que l'INRAP, ceux qui gèrent le bac là en Guinée, l'office du bac. Voilà. Je dois appeler encore pour voir est-ce que mon document a été authentifié. Jusqu'à présent, je n'ai aucune information. Et je l'ai déposé depuis septembre. Donc, nous sommes au mois de janvier comme ça. Donc, je n'ai aucune information. Par rapport à un ami avec qui j'avais déposé, lui, il a déjà reçu. Bon, il était au Maroc, il était censé faire le master, mais il est obligé de reprendre la licence parce qu'on lui dit que ces documents ne sont pas certifiés. Donc, les gars, c'est très important. La partie là, c'est une partie qui va bloquer beaucoup de gens. C'est pour cela qu'il faut anticiper. En Guinée, il n'y a pas de problème sur ça. Pour ceux qui sont en Guinée. Mais au Sénégal, quand même, le processus, il est très lent. Je suis témoin de cette situation-là. C'est très lent. Donc, vraiment, je pense qu'on a fait pas mal de questions. On a posé pas mal de choses. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, les gars, que vous aimeriez poser? Donc, sinon, on va arrêter là. On va laisser notre camarade reposer. Donc, je pense qu'on a eu quand même... Donc, il y a quelqu'un d'autre, oui. J'ai une question. Oui, Mamadou Diao. J'ai une question. Oui, Adraman, vas-y alors. Ma question, c'est pas à propos de la bourse de Turquie, c'est à propos de la green card dont tu avais parlé là, la dernière fois. La green card. Cette année, est-ce qu'il y aura la green card? Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore de nouvelles. Donc, désolé, c'est l'histoire de green card là. Vous savez que M. Trump, là, actuellement, il a même interdit, je pense, au Sénégal. Il y a beaucoup de pays qui n'auront pas même le visa. Actuellement, les visas sont suspendus à l'ambassade pour le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a pas mal de pays qui sont condamnés. Ils ne peuvent pas avoir de visa, je ne sais pas pour combien de temps. Donc, même la Coupe du Monde qui arrive là, beaucoup de gens ne pourront pas aller regarder la Coupe du Monde. Donc, on va ouvrir d'abord ces histoires de DB Lottery là. Ça aussi, c'est autre chose. Mais quand ça sera le cas, voilà. Sur le site officiel, ils ont mentionné que oui, il y aura une DB Lottery. Maintenant, à quel prix? Maintenant, vous savez tous comment est Donald. Il peut même demander, j'ai même entendu comme quoi cette année, ils vont faire payer des gens de l'argent pour pouvoir poster. Donc, les gars, moi, je n'ai aucune information pour l'instant valable. Tout ce que je sais, la DB n'est pas ouverte. Pour ceux qui vont aller poster sur des sites frauduleux là, ou bien des gens qui viennent vous ramasser votre argent pour vous dire que venez, on va postuler ici, c'est archi faux. La DB Lottery n'est pas ouverte cette année d'abord. Jusqu'à présent, elle n'est pas ouverte. Le site officiel, il est unique. Donc, n'allez pas postuler ailleurs, patientez. Si c'est ouvert, ok. Sinon, les gars, trouvez-vous un projet, travaillez, comme faites autre chose, trouvez-vous votre passion. Ne comptez pas sur ces trucs-là, parce que franchement, c'est un jeu. C'est un jeu. C'est une chance que vous allez tenter pour voir. Mais sinon, ne vous fatiguez même pas ça, par rapport à cette DB-là. Moi, je reste optimiste et je travaille sur mes propres projets. Donc, ce qui veut dire que je n'ai aucune pression sur ça. C'est important. Ok. C'est une question de sens. Oui, je comprends. Et maintenant aussi, je voulais un conseil. Par exemple, avec Mamadou Lamarane, il a dit que, tu sais, moi, ma formation cette année, c'est au mois de décembre que je vais terminer ça. Je vais terminer ça au mois de décembre. Est-ce que moi, je peux postuler cette année? Parce que ma formation, je dois terminer ça en octobre, essayer d'aller en Turquie. Là, ça va être un peu compliqué parce que c'est toi qui faisais le BTS, non? Oui. Le BTS. Bah, du coup, dans ce cas, vu que tu postules pour la licence, si tu retiens, tu seras obligé d'abandonner ton BTS et aller faire ta licence en Turquie. Parce que au plus tard, c'est le mois d'octobre. Il faut que tout le monde soit là-bas pour commencer les cours. Donc, tu seras obligé d'abandonner la formation en BTS pour aller. Je peux attendre ça l'année prochaine parce que j'ai pas encore. C'est au mois d'août que j'aurai 20 ans cette année. C'est au mois d'août que j'aurai 20 ans. Et l'année prochaine, c'est au mois d'août de 2028 que j'aurai 21 ans aussi.
Ok. Est-ce que Ok. Donc, je peux attendre jusqu'à la prochaine, hein? ouais, donc tu peux attendre. Ouais, ok. C'est bon. Ok, allez-y. Quelqu'un d'autre a levé la main. Mohamed Lamarana, vas-y. Bonsoir. J'ai une question moi aussi. Allez-y. Ok. Pour les gens qui sont déjà diplômés en licence, Mhm. après l'admission, est-ce qu'on doit forcément légaliser aussi le diplôme de baccalauréat aussi? C'est obligatoire? Oui, je pense oui. Ok. Tout document que tu vas soumettre dans le système après l'obtention de la bourse, tu seras obligé de dégager le document. Ok. Je pensais que pour postuler, j'ai besoin seulement de mon diplôme de la licence et mes relevés de notes. Donc, Ouais, c'est ce le que je pense. diplôme du bac, le relevé de 3 années de licence ou 4 années, le diplôme, et ça suffit Ok. largement. Le CV, l'aide de motivation, projet, l'aide de recommandation. Ok. Et aussi, Lamarana, ce qu'il faut Et préciser, même si vous légalisez vos documents, par exemple, si vous partez au ministère, vous légalisez, comment on appelle, à l'office du bac ou bien l'instance, ou bien le ministère de l'enseignement supérieur qui légalise votre document, il faudrait légaliser au oui, ministère des Affaires étrangères. C'est obligatoire. C'est différent de cette légalisation dont on parle là. Les gars, le cachet dont on parle, c'est le ok. cachet du ministère des Affaires étrangères. Pour celui qui a posé la question, Oui, Mamadou Diao. Mamadou Diao. Donc, c'est le ministère des Affaires étrangères qui va apposer sa signature, son cachet sur vos documents. OK? Donc, c'est un peu ça. C'est différent sinon, en Guinée, normalement, quand tu as le bac, ou bien quand tu as la licence, et on te donne deux documents, on te donne une copie certifiée, authentifiée de ton diplôme. C'est-à-dire que tu as deux versions. Je pense tout le monde ici, pour ceux qui ont fait le bac là-bas, ils savent déjà. Tu as déjà ça. Mais ici encore, ils vont encore ramener pour authentifier à nouveau. OK? Maintenant, la légalisation dont on parle là, c'est au ministère des Affaires étrangères. J'ai même un document ici. Hein. Je pense que c'est le document de mon ami qui est au Maroc que je suis allé chercher à l'école. On a authentifié. Tout ce qui reste à faire, c'est d'aller maintenant, comment on appelle, légaliser ça au ministère des Affaires étrangères. Les cachets, c'est juste les cachets du ministère des Affaires étrangères qui restent. Tous les restes sont déjà faits. La procédure m'a beaucoup fatigué parce que j'ai fait environ plus de 1 mois ici. Et plus de 9 mois avec ces papiers. Pourtant, lui, il a fait le bac ici au Sénégal. C'est très lent parfois ici, franchement. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est lent de mon côté, ça dépend aussi. Peut-être si vous avez une relation ou bien quelqu'un qui peut monter votre dossier très vite, c'est aussi c'est avantage. C'est avantageux. OK? Donc, je vois aussi des mains. ok, merci. Ibrahim, il y a Ibrahim qui a levé la main. Ibrahim, oui? Ok, Lamran, je pense que, franchement, merci Allô? beaucoup, mon cher Bonsoir frère. tout le monde. Beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ces questions-là. Bonsoir, c'est Ibrahim, Ok, étudiant vas-y, en Ibrahim, entrepreneuriat allez-y, et pose tes gestion à questions. Uniqlo. Mhm. En fait, moi, je voulais savoir, vu que, comment dire, pour les étudiants qui finissent cette année-là, vu que nous, par exemple, on finit notre année en juin, la licence 3, s'il y aura moyen de se présenter directement, de postuler directement pour le master, quoi. Oui, je pense qu'on a déjà répondu à cette question-là, c'est possible. C'était mon cas, il y a 4 ans. C'est possible. Ah, d'accord, je vois. Vu que les voyages se feront en octobre, ça. C'est possible. Quand tu relevé de la L1 et de la L2, tu postules avec ça, le diplôme du bac. C'est possible. Lorsque tu auras la bourse, je pense que tu auras fini la licence. En ce temps, tu pourras présenter te relevé de la L3. D'accord, merci. Ouais. Alors, les gars, je pense qu'on va arrêter là. On va dire merci à notre invité. Franchement, un grand merci, chef. Donc, pour ta disponibilité et surtout l'ouverture que tu nous as montré par rapport
à ça. Et la patience, je vis que les gars ont été patients. Au début, on était jusqu'à 14, mais voilà, certains sont partis, on comprend. Mais franchement, merci beaucoup. On va partager la même vidéo sur YouTube, hein. Et comme ça, s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées à savoir ce qu'on a dit, je pense on aurait dû avoir plus de monde et certains n'ont pas le temps. Donc, on va partager sur les plateformes YouTube. Comme ça, les gens vont en profiter pour savoir voilà, quelques détails. Ils auraient aimé poser des questions et tout. Donc, franchement, Mamadou Lamarana, merci beaucoup encore une fois de plus. Et nous te souhaitons plein de courage et surtout qu'Allah te paye. Parce qu'on ne t'a pas payé, on n'a Amin. rien fait pour t'envoyer ici. On sait que voilà, les occupations sont là et il y a pas mal de choses Amin. que tu peux faire de l'autre côté. Et je pense que si demain on partage la vidéo sur YouTube et qu'on a des questions que moi j'ai pas pu répondre, je pense que je vais revenir te poser les questions en privé et que je pourrai apporter ces réponses-là à la communauté. Donc vraiment, merci beaucoup. S'il y a plus de questions, je pense qu'on va arrêter là. Et voilà, on va se dire à la prochaine. Alors, merci les gars, merci beaucoup. S'il vous plaît, maximum d'applaudissements pour lui. Et voilà, merci beaucoup encore une fois de plus. Et on se donne rendez-vous à la prochaine.